Ça marche. Mais on n'a pas le son limité. Bonsoir à tous les internautes. Bienvenue pour cette nouvelle émission, Le Monde des Timbres Basket. Avant de commencer, on n'oublie pas évidemment de liker la page Facebook de Big Pop TV ou le site que vous pouvez retrouver en ligne et de partager au maximum. Vous le savez maintenant, chaque lundi sur Monde des Timbres, avec mon acolyte Olivier, on vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine émission et également pour nos amis les footeux le lundi 16 mars. Avec Julien et Rachid, les animateurs estampillés Ligue 1 de Big Pop TV. On félicite nos amis Karim et Yvan pour la très belle émission de la semaine dernière. Et petit changement, du coup, on revient sur le programme habituel, c'est-à-dire que le premier lundi du mois, ça sera nous et suivront… le 6 avril. Le 6 avril, merci. Suivront nos amis du rugby et du foot. Voilà. Pour cette émission, un plateau XXXL. Je rajoute un X, Olivier. Ouais, quand tu vois les épaules de Dai et de Steve, on a exactement. Dire, on accueille ce soir Monsieur Daniel Paquet, Monsieur Steve Jalabert, notre cher Dai Kaba et l'entraîneur de l'USAP, François Sens. Olivier, bonsoir. Ouais, salut Loïc. Je te laisse continuer avec la présentation de nos invités. Ouais, on va enchaîner. Je vais juste rajouter une petite phrase. L'émission Monday Time est une émission 100% sans coronavirus, donc n'hésitez pas parce que par les temps qui courent, c'est quand même un peu compliqué. Voilà. Pour présenter un peu plus nos invités du soir, et avant de vous présenter le programme de l'émission, donc on a la chance de recevoir Steve Jalabert et Dai Kaba. Donc on a souhaité les inviter parce que pour moi, ils ont un parcours un peu similaire. Voilà, des joueurs qui ont joué à haut niveau, c'est-à-dire en Pro B en National 1, de nombreuses années. Deux garçons aussi qui ont eu la chance, Steve notamment un des premiers à avoir fait des stages aux USA, voilà, de nombreux stages aux USA, et Dai qui a fait plusieurs saisons. Donc je pense que c'était important de les faire venir en même temps pour qu'on puisse un peu échanger à travers eux, qui nous expliquent un peu, qui nous racontent un peu justement leur histoire aux États-Unis. Et puis deux garçons aussi qui travaillent dans la remise en forme, donc c'est pour ça il y a beaucoup de points communs entre eux. Et puis deux garçons très larges et au demeurant super sympathiques. Donc on échangera avec eux, ça ce sera le deuxième thème de l'émission sur un peu le basket aux USA. Dans un premier temps, on va recevoir aussi François Sens, le coach de l'USAP, qui est en pause actuellement mais qui va reprendre la deuxième phase de son championnat. Et c'était le moment pour nous de l'accueillir, même si on a évoqué un peu les résultats de l'USAP à travers nos différentes émissions. Donc il nous fait l'honneur de sa présence ce soir. D'ailleurs, il a décalé un entraînement qui était prévu en fin de journée, en début de journée, voilà, à midi. Et puis je suis particulièrement content de recevoir Daniel Paquet. Voilà, Daniel Paquet qui a un CV XXL au niveau basket. On va échanger avec lui et qui est aujourd'hui coach des Hornets au Canet. Donc dans le handisport, donc il va nous expliquer comment il en est arrivé là, lui qui a été formateur à Antibes, qui a vu passer les Forest, les Bar Beach, Anco, donc c'était intéressant et vraiment on le remercie chaleureusement parce que venir du Canet c'est pas évident, donc voilà un beau programme, de beaux invités pour cette émission. Exactement. On va revenir avant ça, Loïc, peut-être. Quelques résultats ? Ouais, quelques résultats, je te laisse commencer. Bah oui, on va partir d'en haut. Avec notre ami François Sens, National 1. Donc, comme l'a évoqué Olivier, petite pause puisque le championnat, la première phase est terminée. On va enchaîner sur les playoffs, évidemment. François, 5e du championnat. À part te dire bravo et vous dire bravo, qu'est-ce que tu peux ajouter? Comment cette saison s'est passée et comment tu abordes, est-ce que tu pourras expliquer l'espèce de calcul que nous ont fait nos amis de la fédération sur comment on récupère les points vis-à-vis des 5 que nous allons avoir dans la poule. Raconte un petit peu aux internautes la suite du championnat. Alors, je vais expliquer la formule tout de suite. On va prendre ce qui est un petit peu plus compliqué d'entrée de jeu. Donc, on a fait une première phase où on était 14. Il fallait finir soit dans les 5 premiers, soit de 6 à 10, soit de 11 à 14. Et il y avait des enjeux un petit peu différents en fonction des poules. Donc nous, on a réussi à déjouer un peu les pronostics et aller assurer le maintien, donc éviter la poule des 11 à 14 très rapidement. Puis on a essayé
de bien se positionner dans la poule des 6 à 10, et puis on l'a tellement bien fait qu'on s'est retrouvé à la 5e place. Donc on va entamer une deuxième phase de championnat où on va rencontrer les 5 premiers de notre poule. Maintenant, là où c'est un petit peu frustrant, c'est qu'on va garder que les résultats face aux 4 qui sont avec nous dans le top 5. Donc 8 matchs sur les 26 qu'on a joués. Or, sur ces matchs-là, on a gagné un match sur 7. Et on nous retire donc le bénéfice de 15 victoires sur 18 sur les équipes qui étaient juste derrière nous. Donc bon, c'est un peu frustrant par rapport à ça parce que c'est compliqué d'expliquer aux joueurs et même aux supporters et sponsors qu'on nous retire le bénéfice de 15 victoires. Maintenant, voilà, c'est intéressant pour nous parce que ce top 5 nous permet de valider les playoffs. Donc on jouera à minima un match de playoffs, donc ça c'est une bonne chose. Puis ça va nous permettre d'avoir des belles affiches, puisque les 5 équipes de la poule A sont des très gros budgets, minimum 2 fois notre budget, voire 3 fois budget pour les plus gros. On va jouer une équipe comme Caen qui a recruté pratiquement Caen Pro B, avec une masse salariale de Pro B, avec un coach Fabrice Coursier qui est un ch'ti que je connais bien. Voilà, il y a vraiment que des grosses équipes. Donc ça va vraiment être intéressant, je pense, de pouvoir proposer aux spectateurs de Saint-Chamand, donc de toute la région avignonnaise, de venir voir des très belles équipes. Justement, moi je voulais revenir, c'est vrai que Loïc a parlé directement des résultats qui sont quand même exceptionnels, et ça il faut bien le signaler parce que par rapport, comme vous l'a dit François, au budget qui est le nôtre, qui n'est pas un budget dans les plus hauts du championnat, voilà. Je voulais que tu nous parles un peu de cette genèse de cette équipe et comment on est arrivé à être en National 1 cette année, parce que on a fini le championnat sportivement, même si on avait fait du très bon boulot, on n'était pas en National 1. Donc si tu peux nous dire 2 mots rapides sur un peu cette genèse, cette construction qui fait aussi que les résultats qui sont aujourd'hui sont vraiment top niveau. Alors la genèse, je vais parler un petit peu de Dai parce qu'il faisait partie de cette équipe. C'est vrai que l'année dernière en N2, on a essayé de bâtir une équipe quand je suis arrivé pour jouer le haut de tableau, ce qu'on a fait. Et on s'est retrouvé confronté à une équipe de Dax, voilà, qui était pour nous un mauvais match-up. Et qui était fort sur nos points forts, mais ils étaient plus forts que nous sur nos points forts. Donc cette défaite face à Dax nous a vraiment poussé à réfléchir beaucoup à ce qu'on pouvait faire pour améliorer cette équipe, parce qu'on avait produit vraiment des belles choses, mais ils avaient mis le doigt sur des manques qui étaient les nôtres. Donc on a vraiment essayé de travailler là-dessus, essayer d'avoir l'équipe la plus cohérente possible, la plus complémentaire possible. On avait la chance d'avoir 5 joueurs sous contrat, 1 par poste de jeu. Donc l'idée, c'était de recruter des joueurs qui soient complémentaires des joueurs déjà sous contrat et qui aient un côté un petit peu revanchard. Voilà, on avait besoin de joueurs qui avaient envie de prouver des choses parce qu'on était dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a été repêché, on a su très tardivement qu'on était en N1. Beaucoup de gens disaient qu'on n'avait pas forcément notre place là, donc on avait ce côté aussi revanchard et on voulait montrer qu'on avait proposé du jeu l'année dernière, qu'on avait fait une saison... Une excellente saison à défaut d'être une saison exceptionnelle, parce qu'encore une fois on avait rencontré Dax, mais quand on gagne 22 matchs sur 26 en championnat, c'est qu'on est au niveau. Donc l'amalgame s'est fait. Les anciens avaient vraiment envie de prouver qu'ils méritaient d'être en N1. Les joueurs qui sont venus étaient des joueurs, des chômeurs, on les a recrutés fin juillet, début août, donc personne ne voulait d'eux. Et très rapidement, l'équipe a adhéré au projet, qui était un projet collectif, avec 10 joueurs qui étaient capables à un moment donné d'apporter, de donner leur pierre à l'édifice. Et on va dire que c'est la grosse satisfaction, c'est que sur ces 26 premiers matchs, chaque joueur a été le joueur du match à un moment donné. Et ça, c'est important. Et ce qui était encore plus beau, je pense, c'est que, je vais prendre le cas d'Antonin Chardon, qui est vraiment un joueur de devoir, un soldat. Quand il a fait un match à 30 d'évaluation, parce que ce jour-là, tout tombait dedans, dans le vestiaire, il y avait vraiment les 9 partenaires, le staff, tout le monde était vraiment ravi pour lui. Et on va dire c'est cet amalgame qui fait qu'on fait une si belle saison. Mais moi, pour commenter les matchs, puisqu'on commente les matchs de l'USAP, bien évidemment, cette force collective, nous, de l'extérieur, on la ressent. Et est-ce que tu penses que cette force collective, justement, fait que vous abattez des montagnes? Parce que tu l'as répété, l'équipe a été construite tardivement, avec des joueurs... avec des paris, donc il faut aussi rendre à César ce qui est à César, donc te féliciter sur les choix et féliciter les joueurs qui ont répondu présent à ça. Donc est-ce que tu penses que cette force collective de ce que les gars dégagent, pas forcément sur le terrain, mais le dégagent sur le terrain, mais en dehors du terrain, te permet d'avoir une saison qui est avec des résultats exceptionnels?
Oui, parce que c'est ce que nous disait coach adverse, c'est une plaie de nous scouter parce qu'ils vont regarder 3 matchs, c'est 3 joueurs différents qui vont sortir du lot. S'ils bloquent un joueur, on a la capacité d'en trouver un autre parce qu'on va se passer la balle tout simplement. Donc voilà, moi j'ai essayé d'inculquer un peu on va dire un état d'esprit et de mettre en avant aussi toutes les petites tâches obscures que le spectateur lambda ne voit pas forcément, mais on les met en valeur systématiquement sur le travail de vidéo. On en parlait tout à l'heure avec Dai. J'ai Fred Carillon qui m'aide énormément en faisant tout le travail sur l'adversaire et il me donne une vidéo d'une 30aine de minutes sur l'adversaire. Donc tout le reste du temps, moi je peux me concentrer sur notre équipe, faire les retours vidéo sur notre équipe et essayer justement de trouver ces petits détails qui nous permettent de trouver des bons tirs. L'objectif qu'on a en tant qu'équipe, c'est de trouver des bons tirs. Après, si un jour c'est Joff, c'est Joff. Si un jour c'est Antoine, c'est Antoine. Si c'est Antonin, c'est Antonin. Et puis après, je sais que les mecs shootent pour marquer et s'ils ratent, c'est le basket. J'ai jamais vu un joueur shooter pour rater. Mais on a cette capacité, on va dire, à essayer de trouver le mec ouvert et à accepter qu'un jour ce soit un joueur qui brille et pas l'autre. Et voilà, c'est un message que j'essaie de faire passer. Les joueurs y ont adhéré et c'est vrai qu'ils prennent du plaisir à jouer comme ça avec un ballon qui vit et des tirs ouverts. Donc voilà. Puis je pense que le public d'Avignon aime ça aussi. Je pense aussi, moi aussi, je voulais mettre le doigt sur le fait qu'on joue à 10 joueurs. Et pour avoir vu toutes les équipes qui sont venues pour le moment à Saint-Chamond-au-Cozec, c'est rarement le cas de l'équipe adverse. Souvent, les équipes jouent à 7-8 joueurs. Toi, voilà, les gars ont vraiment adhéré au discours. Comme tu dis, un jour, ça peut être Antonin, le lendemain, ça peut être Geoff, la fois d'après, Dylan. Ça tourne et je pense que les gars en ont pris conscience. Et le fait que tu mutualises aussi quand même beaucoup le temps de jeu fait qu'on a gardé de la fraîcheur et que jusqu'à maintenant, à part peut-être le match aller à Rueil où on est passé à travers, tous les matchs on a été en capacité à les gagner. C'est quand même assez exceptionnel. Oui, c'était un petit peu le deal. Encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Moi, j'essaye systématiquement d'imposer beaucoup de rotation. À la fin du premier quart-temps, 90% du temps, mes 10 joueurs sont rentrés. Donc après, ils savent qu'ils joueront plus ou moins en fonction de leur performance sur le terrain. La plupart du temps, ils répondent de façon positive. Et puis surtout, dès qu'il y a un ou deux joueurs blessés, il y a des joueurs qui peuvent se révéler. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait la force de notre équipe. Loïc ? Non, mais c'est hyper intéressant d'entendre François parce que on n'a pas forcément tous ces éléments-là. Et il fait penser à Villas-Boas à Marseille qui tire le meilleur de chacun. Donc j'aime bien. Je vais pas en rajouter parce que bon. Non, mais on va enchaîner avec la N2. Ouais, moi j'avais quand même encore une petite question pour notre ami François. Justement, le fait de jouer un peu le top 5 de la poule A, est-ce qu'il n'y a pas le risque entre guillemets d'accumuler peut-être des défaites et que cet état d'esprit puisse être remis, cet équilibre puisse être remis un peu en cause? C'est forcément un risque. Maintenant, bon, j'espère que la volonté de renverser des montagnes et d'être un petit peu les underdogs, les gens qu'on n'attend pas forcément, vont décupler un petit peu la motivation des mecs et puis on va y jouer carrément dans notre chance. De toute façon, personne ne nous voit forcément gagner énormément de matchs sur cette poule haute. Donc on va y aller comme on a fait depuis le début et puis on verra bien où ça nous mène. Mais moi j'ai plutôt confiance dans ce que peuvent faire les gars. Et puis si on nous prend un petit peu de haut, je pense qu'on pourra le regretter. Ouais. Voilà. Malheureusement, heureusement, je pense que les clubs de la poule A ne vont pas nous prendre de haut parce qu'ils sont comme toi, ils scoutent les matchs et ils regardent les résultats que l'équipe a fait. Et comme tu l'as dit, les pronostics qui nous mettaient au fond de la charrette en début de saison. Donc je pense que l'effet de surprise va être passé, mais il reste les qualités, le fait qu'on joue à 10 et que le danger peut venir partout. En tout cas, tu vas donner la possibilité au public avignonnais, on espère qu'il pourra venir en nombre, parce que c'est pas évident, de voir les 5 belles équipes encore de la poule A et forcément on aura vu l'équipe qui va monter en Pro B jouer au COSEC cette année. Donc déjà ça c'est quand même... C'est exceptionnel. Ouais, exceptionnel. C'est quasiment que des équipes qui étaient en Pro B il y a 2-3 ans. Donc ça va être intéressant, c'est sûr. Puis il faut aussi souligner nos amis de Pont qui étaient aussi avec nous l'an dernier en N2 et qui sont aussi dans le top 5, qui se classent 3e, c'est ça François, je crois, à l'issue. Donc pour vous dire que le niveau de la N2
Ça va nous permettre aussi d'enchaîner sur les résultats de la C'est ça. N2. Le niveau de la N2 est un niveau qui est quand même conséquent. Ouais. Petite question avant la transition sur la N2, François, est-ce que tu continues à suivre quand même les résultats de la N2 parce que c'est un championnat que tu as découvert l'an dernier? Est-ce que tu as des joueurs un peu que tu repères pour un éventuellement recrutement? Non, je continue à suivre les résultats des 4 poules. J'ai aussi pas mal de joueurs que j'ai eu au centre de formation du Portel qui y sont. Puis évidemment que si je peux trouver 2-3 joueurs qui ont faim et qui peuvent coller un petit peu à l'état d'esprit qui est celui qu'on veut inculquer à Avignon, il faut avoir un œil sur ces championnats-là et ne pas les négliger. Très bien, merci François. On va, en parlant des underdogs que tu as cités, on va du coup Ouais, faire le oui. lien avec notre ami Monsieur Chikambu qui est à Sorgues, qui a fait de belles victoires ce week-end. Ouais, une 30 trentaine de points contre la Ravoir. trentaine de Ouais. points. Ouais. Le classement de N2 est très 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 serré. Ça s'est resserré en haut. C'est ça. On a vu nos amis de golf enchaîner quelques défaites et puis du coup c'est Beaujolais si je ne me trompe pas qui est en tête. C'est ça, Daniel pourra nous dire, puisque pour rien vous cacher, on avait convié Brice, qui est le coach de golf, à venir avec Daniel. On voulait faire un peu une voiture de la Côte d'Azur. Malheureusement, Brice entraîne n'a pas pu se libérer. Donc Daniel, qu'est-ce que tu peux nous donner comme information sur golf qui a un peu des pépins, des joueurs blessés qui forcément Voilà, accumulent un peu les défaites? C'est le souci de golf tous les ans. On a vécu la Nationale 1 il y a quelques années déjà, que ce soit avec Sabi El-Motni et avec moi-même. Et il y a un gros souci de budget. C'est clair qu'il y a des sacrés joueurs, mais arrive un moment donné, quand il y a des blessures, et ils finissent souvent la première phase devant. Et sur la deuxième phase, eh bien, il y a les matchs perdus pour rester en National 2, parce que c'est vrai que la National 1 et Pro, c'est un autre univers. Hein, et c'est sûr que même si Golf l'a connu, c'est pas pour le club de golf. Voilà. La N2 c'est très très bien et c'est sûr que voilà, quand il y a des intérieurs, Maginot a été blessé, le grand Tornato a été blessé aussi, ils ont perdu Carlo Vulin, le shooter, sur la rupture des ligaments croisés, donc ça fait un manque quand même, et effectivement l'équipe est toujours dans le haut de tableau, c'est l'objectif du club, mais restera en National 2 cette année. Beaujolais est bien parti, là, le fait d'avoir gagné au Canet ce week-end. Ouais, C'est ouais, sûr ça, que ça, ouais. voilà, ça Ouais, il y a nos amis de Sapella aussi qui sont en course, qui sont pour le moment intraitables à domicile. Ils ont battu Voilà. Bols ce week-end, tout à C'est fait. ça. Voilà. Une dizaine de points. Et les amis du Forez, la Pontoise, c'est pareil. La Pontoise, c'est des petits clubs un peu. C'est qu'on connaît bien, c'est des style. salles extraordinaires. Hein. Voilà, Quand c'est ça, on joue pour la Pontoise, c'est extraordinaire. Quand on y vient en tant que. C'est un peu que moins ce que j'allais dire, extraordinaire, hein. C'est ce que j'allais dire. Beaucoup moins extraordinaire. Ouais, Des- ça fait des moins rêver. expériences C'est des très guet-apens, difficiles mais là-bas. ça. Mais oui, tout à fait. C'est des clubs qui sont surprenants et qui ils jouent toujours à la Bonbonnière. Hein. C'est ça. C'est une salle qui vibre, qui vit basket, qui est très dur à jouer. Très, Mais très on dur peut à se jouer. poser aussi la question sur ces clubs-là, sur leur futur, s'ils en accessitent en National 1, parce que les règles deviennent de plus en plus drastiques et pour des clubs sûr. du calibre Après- de la Pontoise, c'est peut-être. Après la Pontoise, il y a un vrai bassin basket. Hein. C'est sûr que Saint-Étienne, c'est quelque chose, c'est une région qui pue le basket. Sur la Côte d'Azur, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile de faire vivre et monter des clubs en N1 parce qu'il faut être pro derrière, il ne faut pas se masquer. Hein. Il y a des contrats, c'est un autre univers. Tu as raison, mais bon, il y a déjà Andrézieux sur Saint-Étienne, il y a Feur qui est pas très loin, donc je ne connais pas le potentiel économique de la ville de Saint-Étienne, mais ça risque peut-être d'être compliqué. Enfin bon, on va déjà attendre au niveau sportif parce que il y a encore potentiellement ça peut bouger. Oui, c'est très, très serré. Donc cette poule nationale 2 qu'on suit qui est vraiment très serrée, d'ailleurs on a pas mal de clubs qui sont eux concernés par le maintien, donc que ce soit Sorgues, que ce soit Exvenel, à mon avis ça va être même très compliqué parce que ils sont un peu à la dernière place avec quelques victoires de retard. Nos amis du SMUC, Plus dur pour Venel. Sorgues a encore. bien sûr, bien, je parlais de Venel. Venel, ça va être très compliqué. Les amis du SMUC aussi qui sont dans une position un peu pas super confortable parce qu'ils ont une victoire d'avance hein, sur l'Ouest lyonnais et C'est sur ça. Sorgues et sur Aubenas. Donc un championnat voilà, qui tient toutes ses promesses et dense. qui va délivrer ses vérités sur les dernières journées. Exact. On voulait dire un mot aussi sur la National 3, notamment de l'équipe de ton ami Anthony Anto, Christophe, ouais. le roi du quiz. Hein. Il a été exceptionnel sur le quiz de Kobe, la dernière Incroyable. édition. Incroyable. Fantastique. Qui caracole toujours en tête. Hein. Ben ouais, ils ont encore gagné ce week-end. Ils sont avec une seule défaite sur toute une saison de N3. On sait, ancien basketteur, que la N3 c'est très très difficile. Il y a des petits clubs. Je voulais aussi faire un coucou à notre ami Jonathan qui était avec nous il n'y a pas longtemps à Montélimar,
qui a quitté le club et pour autant le club est avant-dernier, si je ne me trompe pas. Tu m'arrêtes Olivier si ouais, ils ont gagné un, puis gagné un, perdu un. Voilà, mais en tout cas Anto, il est bien parti. Il avait presque caché les objectifs de l'AS Monaco lors de sa venue sur le plateau, mais là il ne peut plus se cacher. 4 victoires d'avance à quelques journées de la fin. Je pense qu'on retrouvera Monaco en National 2 l'année prochaine. Et en plus, même les filles sont premières. Carton plein pour Monaco cette année, autant N3 garçons que N3 filles. Voilà pour les résultats. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne crois pas. Non, je voulais juste dire un mot aussi de la poule B National 3. Alors là, c'est vraiment, puisque malheureusement, ouais, l'équipe de Christophe qu'on a reçu, Christophe Samat, qui a perdu ce week-end, et donc ça s'est resserré. Donc il y a 4 équipes actuellement à la première place avec 4 défaites, que ce soit Cognin-la-Motte, un coin que François connaît bien, que ce soit Grenoble, que ce soit Hérousset, que ce soit Fos. Donc là, la lutte va être vraiment serrée avec Saint-Priest, même une 5e équipe qui est qu'à 5 défaites. Donc les dernières journées de cette poule nationale 3, il doit rester 4 journées et les résultats vont être vraiment tendus et peut-être que la première place risque de se jouer au goal average. Voilà, donc on souhaite bonne chance pour la suite de la saison à Christophe. Je crois qu'il a encore des matchs contre ses concurrents directs. Donc on lui souhaite du courage. Si tu nous entends. Voilà. On va passer avec Daniel. Voilà, comme je le disais, Daniel, alors j'avais dit régional de l'étape, je me trompe qu'à moitié parce qu'il a fait une paire d'années dans sa jeunesse à Leuza, voilà, et qui a joué jusqu'à 15 ans à Leuza, qui est parti après à Antibes, qui a joué après à Antibes et qui est devenu formateur à Antibes de nombreuses années. C'est là on l'a connu sous l'ère Provillard, qui d'ailleurs tu nous diras s'il continue dans le basket. Qui était un peu à l'opposé de toi. Bon, je connais un peu les deux personnages. Tu nous en diras plus rapidement, Daniel. Voilà, donc pour ceux qui côtoient le basket depuis des années, il a vu passer les Barbich, les Flores, les Ademensa, les V-Bob. Il a vu passer aussi notre ami Rémi Marlot, à qui on fait une bise, qui habite à côté et qui est de Rognona. Il a décidé donc. Après ces années en type, il est toujours en type sur la formation, ça on l'a pris tout à l'heure. Moi je pensais qu'il avait raccroché, mais quand on a le virus, c'est pas possible. Il a été aussi du côté de Canet Golf, comme il l'a dit, sur des niveaux N1, N2. Et puis depuis 2015, tu me diras si je me trompe Daniel, il s'occupe de l'équipe handi basket des Hornets. Et c'est surtout pour ça qu'on l'a invité. Alors ma première question Daniel, on a essayé de faire court sur ton CV, tu nous excuses. Comment es-tu arrivé au handi basket? Alors c'est très simple, j'entraînais en valide au Canet, en National 2, et on avait vraiment sympathisé avec les basketteurs handi basket, et ils s'entraînaient toujours avant nous, donc on allait les voir jouer, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe ou en Coupe de France. Mes joueurs avaient des très bons rapports, on se tirait la bourre avec eux en fin d'entraînement pendant 5-10 minutes, des concours de tir, et coupant la National 2, Alex Farouja, mon président, et Daniel Tupé, l'entraîneur général de l'époque, sont venus me trouver et m'ont demandé si ça m'intéressait d'entraîner en basket fauteuil. Alors, basket fauteuil, je dis mais je ne connais pas les gars. Et ils m'ont dit c'est du basket. Alors ils m'ont dit c'est du basket, ça va, je connais un peu mieux. Et du coup, j'en ai parlé avec ma famille, avec ma femme et ma fille et mon fils. Et c'est vrai que je me suis dit ça peut être une super expérience. Et j'allais les voir jouer. La première fois, c'est Jacques Monclar qui m'avait envoyé filmer un match à Lasvel à la grande époque, un Lasvel Sceaux. On rencontrait une des deux équipes au tour suivant et en levée de rideau il y avait un match Lyon contre Hier à l'époque et j'avais été impressionné de voir ces gars sur leur fauteuil roulant et l'aisance qu'ils avaient dans leur fauteuil, l'adresse qu'ils développaient et ces contacts qui sont très 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 physiques mais tout est porté sur le fauteuil donc du coup il y a très peu de blessures en basket fauteuil, c'est le paradoxe de ce sport. Et c'est vrai que j'ai dit pourquoi pas et je me suis lancé dans l'aventure alors avec mes certitudes de basketteur valide où j'ai laissé beaucoup de choses au vestiaire parce que c'est des gens qui sont des experts sur leur fauteuil, qui ont un sens du jeu qui est un peu similaire à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on rencontre les meilleures équipes d'Euroleague, qu'on rencontre les meilleures équipes françaises, il y a des placements qui sont très, très similaires. Toutes les équipes jouent un peu sur les mêmes bases, défensivement, offensivement. Maintenant, c'est les joueurs et la qualité des joueurs qui fait qu'une équipe développe un jeu un peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a des placements comme nous en valide, c'est les stacks, double stack de chaque côté avec les deux postes bas, le meneur de jeu. Et c'est ce travail qui est fait, mais qui est fait à merveille par les gars. Et c'est vrai qu'on retrouve ce jeu que je joue Bechistas, que je joue Madrid.
il y a ces placements qui sont les mêmes. Donc moi, je suis arrivé avec mes certitudes de basketteur valide où sur les centres de formation, c'était comme ça, c'était pas autrement. Et j'ai laissé toutes mes feuilles et tous mes beaux documents dans le vestiaire. Et j'ai dit, je vais observer pendant 1 an ce qui se passe. Je vais essayer de leur amener des choses défensivement parce que défensivement, je pense qu'il y a des choses à adapter d'un sport sur l'autre. Et j'ai fait avec mes joueurs des nouveaux placements défensifs. Ils ont adhéré. Et c'est vrai qu'on arrive à défendre sur des zones plus classiques par rapport à la défense de ligne qui est utilisée à presque toutes les équipes d'Europe jouent en équipe de ligne. Et au niveau national, c'est pareil. International, c'est pareil. Mais ils le font tellement bien que c'est difficile. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je suis redescendu un petit peu. D'accord. Et j'ai dit, je vais laisser beaucoup plus de liberté à mes joueurs. Et j'ai passé 1 an à vraiment observer et amener juste la main et la presse. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai des coachs en type comme Georges-André Jazevic, que je salue d'ailleurs, qui est à Belgrade maintenant. Et c'est vrai que c'est des gars qui développaient de la zone presse, la 1-2-1, le retour 1-2-2 avec du curseur, avec des choses très techniques et très intéressantes. Et petit à petit, j'arrive à amener ce genre de choses à mon équipe. Et on se rend compte que, voilà, avec un travail un peu différent des autres, on a des résultats. Voilà. Et c'est vrai que mon équipe, on a des budgets qui sont limités en France, très limités. C'était ma question, je voulais savoir, parce que tu nous parles d'Euroleague, tout ça. Les joueurs sont pros, comment ça marche? Les joueurs ont les mêmes niveaux que la Nationale 2 et Nationale 3. Voilà. Il n'y a pas de contrat pro en France. Il y a du professionnalisme en Allemagne, en Espagne, en Turquie. Les gars sont rémunérés par les clubs. Il y a des clubs omnisports comme Beşiktaş, comme Galatasaray, comme les gros clubs italiens ou espagnols. C'est des clubs omnisports à Madrid. Et ils ont des gros sponsors derrière. Et les gars sont pros, sont logés, ont des voitures, c'est des staffs complets. Nous, en France, on a le statut N2, N3. C'est intermédiaire, il y a des défraiements, mais il n'y a pas de statut professionnel. Et les journées de championnat se jouent le week-end? Ça se joue toujours le week-end. Les horaires sont entre 17 et 19 heures. Voilà, on arrive à jouer 20 heures de temps en temps, mais c'est très rare, c'est 17 h 19 heures. Et ça se joue le samedi. Jamais de match la semaine, hormis quand on part en Coupe d'Europe. Voilà. Là, on a fait les premières phases d'Euroleague. On part, on est allé jouer à Albacete en Espagne. On joue 4 matchs en 2 jours. Donc on part le mercredi, on arrive le jeudi et on joue 2 matchs le vendredi, 2 matchs le samedi. Mais les garçons qui s'entraînent, ils travaillent parce que pour pouvoir faire ça, ils n'ont pas de statut professionnel. Ils travaillent, ils font exactement comme moi aujourd'hui. Je suis venu, j'ai posé une demi-journée. Voilà. J'ai 4 joueurs qui travaillent, les autres sont semi-pro, ils s'entraînent tous les jours. On arrive à avoir 2 entraînements le midi, 3 entraînements le soir. Ils font de la muscu à côté, mais on n'est pas professionnel. Voilà. D'accord. Alors, comment se passe le championnat? Il y a combien d'équipes qui font l'Euroleague? Il n'y a que le champion en titre? Comment ça se passe? C'est particulier. Voilà, je discutais avec le superviseur de l'Euroleague il y a 1 mois quand on était en Espagne. Il y a ce qu'on appelle un ranking, c'est-à-dire qu'il y a un classement depuis 10 ans. En gros, c'est ça. Voilà, plus tu as eu des bons résultats, plus tu es classé dans ce ranking. Nous, on est 11e en ce moment en niveau européen et les autres équipes françaises sont classées ainsi de suite. Il y a Meaux qui est juste derrière nous et ainsi de suite hier et voilà, c'est dégressif. Et avec ces points, tu participes à une Euroleague. Il y a 3 niveaux. Enfin, il y a la Champions League, l'Euroleague 1, 2, 3. Voilà, il y a 4 niveaux d'Euroleague et suivant ton classement et tes points que tu as au ranking, tu vas disputer cette Euroleague. Donc nous, on fait toujours avec notre classement la Champions League au départ. Voilà. Les premières années, moi depuis 4 ans, les premières années, on prend 4 raclés, 4 raclés. Voilà. Et là, depuis 2 ans, les derniers, on gagne 3, on perd 1, on ne sort pas au goal average pour la Champions League. Et cette année, pareil, on fait 2 victoires, 2 défaites, on ne sort pas au goal average. Et c'est les Turcs qu'on a battus, Beşiktaş, qui passent à l'Euroleague. D'accord. Après, c'est vrai que ce côté ranking est fortement injuste parce que si une équipe a des super résultats cette année, ils finissent 3e ou 4e du championnat, ils ne pourront pas disputer une Euroleague. Mais parce qu'ils n'ont pas assez de Ils n'ont pas assez de points et de vécu. Par contre, ils pourront s'engager avec le temps sur l'Euroleague niveau 3 et gravir les échelons comme ça. Mais par exemple, il y a une équipe en Espagne qui s'appelle Badajoz, qui est une super équipe qui est à la frontière portugaise et qui fait que l'Euroleague 3 va cette année arriver à un Euroleague 1 après 3-4 ans à galérer sur les championnats intermédiaires. D'accord. Et donc en France, hormis ton équipe qui fait un peu les compétitions européennes, il y a d'autres clubs. Je crois qu'il y a Hier qui est pas mal, qui est premier du classement. Pas mal, mais ne joue pas la Coupe d'Europe depuis 2 ans. C'est un choix du club. Le paradoxe, c'est ça. Ils sont champions de France. Et le paradoxe, c'est vraiment là, quoi. Ils sont champions de France, mais ils ne font pas la Coupe d'Europe. Ils peuvent refuser. Voilà. Alors qu'en valide, quand tu fais un bon classement l'année d'avant, il y avait la Corac, la Coupe des Coupes, la Coupe des Champions, ainsi de suite. Voilà, c'était au classement. Alors que là, non. Et nous, il y a Meaux qui fait la Champions League aussi. Bon, mais cette année, ils ont perdu leurs 4 matchs en Champions League. Et il y a des équipes de Saint-Avold. Mais le paradoxe, c'est qu'il y a des équipes qui sont en B, qui descendent en B, qui font quand même la Coupe d'Europe.
Il y a Marseille qui va faire la Coupe d'Europe. Alors après, là, il y a des soucis avec le coronavirus. Il y a des compétitions qui vont être annulées au niveau européen. Mais il y a des équipes qui descendent et qui peuvent quand même faire Capsa à Paris, fait la Coupe d'Europe, alors qu'ils sont descendus en B. Ah ouais, c'est particulier. C'est particulier, voilà, c'est particulier, c'est clair. Et je suis intéressé par l'idée du budget parce que si on compare ton équipe avec la N2 du Canet par exemple, en termes de budget, le club, comment c'est réparti et qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu as un budget parce que tu vas en Euroleague à Beşiktaş, à Madrid, c'est des frais qui sont énormes. C'est énorme. Le Canet en National 2, ils ne vont pas à Madrid quoi. Non. Donc en termes de budget, Si, en week-end, mais. Alors, comment c'est réparti? on a un budget qui est de à peu près de 150 000 €. Il y a moitié des pouvoirs publics, moitié sponsoring. La ville nous suit. Voilà, la ville vraiment du Canet est derrière nous. On a un adjoint au sport qui s'appelle Patrick Tambay, qui est un ancien pilote de Formule 1, qui Bien a couru sûr. pour Ferrari, qui est là tous les matchs. On a notre ancienne mairesse, Madame Michel Tabarot, qui est à fond derrière nous, le nouveau maire qui l'a remplacé puisqu'elle est débutée maintenant. C'est des gens qui viennent à nos matchs, qui nous suivent, qui nous accompagnent, voilà, qui viennent sur des matchs à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a une volonté politique qui nous accompagne et c'est grâce à ça qu'on vit. Maintenant, on trouve des sponsors, hein, on a quand même la moitié du budget qui est du sponsoring. Et c'est ce qui fait défaut au basket fauteuil actuellement. Mais bon, c'est très difficile sur la côte. Moi, je suis Antibes encore. Je vois que c'est très difficile d'aller chercher du sponsoring. En plus, nous, sur Canet, Cannes, il y a le volley pro, il y a les filles, il y a Mougins qui est à côté en pro aussi filles, il y a le club de foot qui remonte à Cannes. C'est très difficile. Voilà. Et au niveau de ton équipe, est-ce qu'il y a aussi des jeunes en e-basket au club du Canet ou il y a juste les seniors? Parce que c'est ouvert à tous, d'accord. On peut avoir des jeunes dans les équipes. Nous, au niveau du club, on n'a pas de gamins. On a une équipe 2 qui est là, qui s'entraîne et qui joue ce week-end à Nice, qui a des matchs, des plateaux, c'est du loisir. Mais bon, il n'y a pas énormément de gens en fauteuil qui fait du sport. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Il faut qu'on travaille beaucoup plus avec tout ce qui est maison de rééducation, tout ça. Moi, je dis aussi, on a un rôle au niveau rééducation. Des joueurs qui sont blessés, là, je vous ai parlé de Carlo Bulin, il a commencé avec moi quand il était petit sur la section sportive et tout. Il m'a dit je vais finir avec toi coach, parce qu'à un moment donné, il y a le handicap minimum. Donc moi, quand je fais mon 5 majeur, mes joueurs ont des points en fonction de leur handicap. Explique-nous ça. C'est la première des choses. Tout le monde n'est pas 100% handicapé, je coach pas, voilà, je coach pas librement, je rentre et je sors les joueurs comme je veux. Chaque joueur a un nombre de points. En gros, c'est simple. Voilà. On a une colonne vertébrale. Suivant où elle est rompue, on est un point. Voilà. Plus c'est rompu haut, plus on est un point. On est paraplégique, tétraplégique. Voilà. C'est vrai que plus on va être handicapé bas, pas de liaison à la colonne vertébrale, par exemple une amputation d'une jambe ou des 2 jambes, on va être 4 points. En gros, on a des abdos ou on n'en a pas. Voilà, c'est ce qui détermine le handicap du basket fauteuil. Voilà. Et c'est vrai que ça va de 1 point à 4 points et demi. Le handicap minimum, c'est 4 points et demi. Un joueur valide peut jouer en championnat de France, mais ne peut pas évoluer en Coupe d'Europe. Il y a des joueurs valides, il y en a très peu. Il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Meaux. Ils sont 5 points. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu veux venir jouer avec moi, tu pourrais être 5 points. Tu te mets sur le fauteuil, tu joues, tu apprends. Il faut 2-3 ans pour arriver à manier le fauteuil correctement et beaucoup plus pour devenir un expert. Mais avec ta qualité de shoot, je pense que tu pourrais… Moi qui ai toujours rêvé de jouer l'Euroleague, écoute Daniel. Hein. Je te l'offre. Non, mais c'est vrai que le côté point rentre en jeu. Et c'est vrai que 14 points et demi, quand on a mis des joueurs à 4 points sur le terrain, 4 points et demi, il ne reste plus beaucoup pour les 3 autres. Donc c'est vrai que ça permet aux gens très handicapés de jouer quand même et d'être sur le terrain. Voilà, moi, mon capitaine est à 1 point, donc c'est des accidentés de la route souvent. Des gens qui ont des accidents de moto, beaucoup de 2 roues, hélas. Et c'est vrai qu'ils sont 1 point, et le 1 point vient compléter l'équipe. Il a un travail, il a un vrai travail, il joue, il participe, il va marquer, il va défendre. Et c'est vrai qu'il a investi pleinement dans l'équipe et dans le club depuis plus de 15 ans, mon capitaine Stéphane Keller. Et c'est vrai que c'est le plus gros handicap. Voilà. Après, c'est des gens, s'il y a des handicaps plus hauts encore au niveau des cervicales, c'est du fauteuil rugby et des choses comme ça, mais pas de basket. Basket, c'est 1 point. Et quel impact 1 point, 2 points, 3 points sur le terrain Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, c'est des joueurs de basket. Chacun peut amener des choses. Mais au niveau des règles, c'est pareil. Les règles sont exactement les mêmes qu'au basket valide. Voilà. Il y a juste le côté marché. Effectivement, le paradoxe, c'est qu'il y a des marchés au basket fauteuil. Mais pour ça, il faut que le joueur soit en possession du ballon et pousse 3 fois ses roues. Voilà. Sinon, les règles, il n'y a pas de reprise de dribble. Et sinon, ce sont toutes les mêmes règles. Voilà. Exactement. La hauteur des paniers est la même. Les 8 secondes, 24 secondes, 3 secondes dans la raquette. Donc, pour moi, la chose qui a été vraiment beaucoup plus
difficile à appréhender, c'est le fauteuil. Voilà, le fauteuil et les contacts fauteuil-fauteuil. Nous, on pose des écrans, on sort d'un écran. S'il est très bien fait par son joueur, c'est plus difficile de sortir d'un écran. Mais on sort, on va glisser, on va switcher, on va aider. Alors que fauteuil-fauteuil, c'est super difficile pour se sortir. Quand une roue touche une autre roue, c'est très compliqué. Ouais. Très compliqué. Et au-delà de l'aspect sportif, je pense que tu vis aussi des moments humains qui doivent être assez magiques. Moi, je pense que c'est une leçon de vie. Voilà, tous les jours, je reçois une leçon de vie de ces garçons J'étais un petit peu fatigué du basket valide parce que j'avais des joueurs hypocondriaques. Les joueurs hypocondriaques, c'est des joueurs qui ont un ongle incarné, qui s'arrêtent 6 mois. En gros, c'est ça, j'exagère, mais c'est ça. Là, j'ai des gars qui ont des corps fracassés. Voilà, ils ont été fracassés par la vie, par la maladie, certains. Mais c'est des gens qui sont irréprochables. Quand ils sont sur le terrain, ils se donnent à fond. Et en pré-saison, parce qu'il y a des joueurs en béquille, il y a des joueurs en fauteuil tout le temps, il y a des joueurs qui marchent, il y a des joueurs qui ont des prothèses. Et c'est vrai que les mains, c'est des mains de travailleurs. Voilà, ils ont des mains qui sont avec des crevasses. En début de saison, il y a les gars, ils ont les mains en sang, mais ils continuent. Ils s'entraînent, ils ne s'arrêtent pas. Et ça, mentalement, ça m'a fait un bien fou. Parce que déjà, ça fait relativiser sur sa propre expérience, sur son propre sort. Depuis que je suis avec eux, je ne me plains plus, je n'ose pas me plaindre de quelque chose. Voilà, j'ai une belle vie et j'en profite. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de côtoyer ces gens, ce milieu. C'est une vraie organisation. C'est sûr que nous, on n'y pense pas, on prend nos stocks de sport et puis on s'en va, on monte dans le bus ou dans l'avion. Et puis là, non, il y a toute une organisation du matériel, du fauteuil de sport, du sac de roue. Arriver à l'aéroport 2 heures ou 3 heures avant, monter en premier dans l'avion, descendre en dernier de l'avion. Les avions ne sont pas tous adaptés. Et là, on se rend compte du handicap et du souci du handicap au quotidien. Dans la rue, les trottoirs, les marches, toutes ces choses qui font que la vie devient très compliquée. Mais c'est des gens qui mentalement sont irréprochables, qui passent toutes ces étapes et qui vont au-dessus. Les gars nous courent dans les aéroports, non, prenez pas les escaliers roulants. Ils prennent les escaliers roulants, ils descendent les marches. Voilà, c'est des sportifs et des athlètes. Et c'est vrai que le côté gestion de l'équipe est différent. Oui, c'est sûr. C'est sûr, on ne gère pas une équipe de basket fauteuil comme on gère. Nous, on a des soucis mécaniques qui ne se posent pas. Une semelle qui se décolle au basket valide, c'est très rare, ça peut arriver d'éclater ses chaussures. Les pneus peuvent exploser, les axes des roues cassent, les fauteuils peuvent casser. Comment ça se passe? Eh bien, tu as un mécano qui n'en est pas un. On fait notre propre mécanique. Les gros clubs européens ont tous 1 ou 2 mécanos qui sont là, qui sautent sur les gars en fauteuil. On a un temps de changement de roue quand on crève, mais c'est très fréquent. Oui, c'est très fréquent qu'une roue explose. Tu passes au stand, tu changes ton axe, tu changes ta roue. On a des roues de secours derrière, on a les pompes, on a tout ça. Oui, c'est une organisation différente. Je pense que je m'appelle le Shadok parce que j'ai tellement pompé depuis 5 ans. Voilà, il faut gonfler les roues. Ça va pas parler aux jeunes, Daniel. Le Shadok, déjà Loïc, c'est limite à mon avis. Mais c'est sûr que j'ai gonflé je ne sais pas combien de roues en 5 ans. Voilà, c'est vrai qu'il y a du matériel adapté, mais quand les joueurs ont des boyaux, en boyau on gonfle à plus de 14 bars, 17 bars. Et les pompes manuelles, il n'y a que ça qui peut gonfler les pneus. On voit que tu es devenu un vrai technicien, Daniel, et que tu as la passion de nous parler de l'handi-basket. On fait juste 2 mots sur ton boulot qui continue à Antibes sur les jeunes. Tu t'occupes de quoi alors sur les jeunes? Alors je suis responsable des entraîneurs et voilà, je gère la section sportive aussi au niveau du collège Fersen où beaucoup de joueurs sont passés, à commencer par Yann Buonato, Luc Arthur Vebob que tu connais, on a eu Laurent Forest effectivement et bien d'autres, Thibaut Telouaou maintenant. Voilà, c'est vrai que c'est des gamins qui sont passés par Fersen, qui ont été en section sportive, donc c'est quelque chose qui nous a amené beaucoup de joueurs et beaucoup de bien. Voilà, c'est des gamins qui s'entraînent plus que les autres et qui s'entraînent bien dans la vieille salle Foch. C'est vrai que je gère tous les entraîneurs, c'est un club important. Voilà, on a beaucoup d'équipes, on a plus de 22 équipes, donc autant de coachs avec la gestion, surtout moi administrative. Maintenant, je suis plus assez sur le terrain parce que j'entraîne tous les jours, donc j'ai moins de temps à accorder à mes entraîneurs. Je le fais du mieux possible. J'essaie de leur parler, communiquer, régler les problèmes du quotidien avec les comités, avec la ligue, avec la ville et les créneaux horaires qui sont changeants. On a les Sharks à l'Azur Arena. C'est sûr qu'il y a des priorités. Les équipes qui viennent s'entraîner la veille, bon, mais moi j'ai des créneaux aussi à l'Azur Arena. Ça veut dire qu'il faut basculer les équipes, les ramener sur Foch. Alors on a quand même un petit travail qui est intéressant à Foch parce qu'on a 2 salles côte à côte. On a beaucoup de paniers. C'est un gros plus, mais il faut partager, il faut s'adapter, il faut organiser tout ça. D'accord. Et le club d'Antibes est toujours aussi performant alors sur les jeunes? Alors le club d'Antibes sur les jeunes est bien. Alors après, on connaît le souci de PACA puisqu'on parle aussi un peu de la PACA, c'est-à-dire que c'est le critère taille.
Des ailiers, on en forme, des deuxièmes arrières, on en forme, des meneurs, on en forme. Mais des big men, moi, je suis arrivé à Antibes en quittant Avignon en 77, 78. Un Monetti ou un Becchetti, un Yann Bonato, c'est à 2-2, 2-5, 2-8. Voilà, il n'y a pas des grands gabarits. Et c'est notre souci. Par contre, travaillons bien sur les postes 1, 2, 3. Et c'est notre rôle. Je pense qu'on a le relais avec le centre de formation, avec Christian Corderas, Benjamin Paviani, qui travaille très bien sur le centre de formation. On a des soucis sur les U15 maintenant, puisque effectivement, avant, il n'y avait qu'un seul pôle, il était Antibes pour les garçons, il était sur Aix-en-Provence pour les filles. Maintenant, on a 2 pôles. On en a un sur Aix, garçon, un sur Antibes, et pareil pour les filles. Et c'est vrai que les talents se sont partagés des 2 côtés, et c'est vrai que sur nos U15, on est un petit peu moins performant depuis quelques années, mais c'est peut-être aussi un problème de génération. On te remercie, Daniel, pour cet échange très intéressant. Puis on va passer à notre deuxième thème de la soirée, hein, Loïc. Ouais. Avec nos amis, attention, là il y a de la testostérone, il y a du muscle, et avec Dai et Steve. Donc Steve, pour faire rapidement un peu leur parcours, Steve qui a été formé dans le petit club lyonnais de l'Acro-Lyon. Non, mais c'est une plaisanterie, il le sait très bien. Voilà, on a joué longtemps l'un contre l'autre d'ailleurs. Voilà, bon, je faisais pas le malin parce qu'il était déjà costaud, Steve, à l'époque. Voilà, qui a aussi joué longtemps en Pro B, qui a joué à Saint-Étienne, qui a joué à Brest, qui est passé aussi par l'île de Beauté à Ajaccio. Hein. On lui demandera s'il a une ou deux anecdotes. À mon avis, il doit avoir ça. Mais si on commence les anecdotes de l'île de Beauté, on est là jusqu'à minuit. Et puis Mathieu, il doit aller faire ses courses ce soir. Donc ça ne sera pas possible. Et puis Dai aussi, qui est passé par Limoges, qui est originaire de la région parisienne, qui a été aux États-Unis 2 ou 3 saisons et nous dira ça. Et qui est revenu et qui a fait ses 5 dernières saisons au club, que ce soit à travers le Gaz, le SAP ou l'USAP. Donc déjà, on le remercie d'être venu ce soir. Et puis, ma première question, ils vont nous répondre à tour de rôle. Toi, Steve, à l'époque, quand tu as commencé à faire les stages Roger Tank, hein, ça doit être dans les années 90 à peu près, non? 90, ouais, tu vois, 90, 91, je crois. Tu dois avoir 17, 18 ans. 16 ans, 17 et 18 ans. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu es allé chercher aux États-Unis, toi, Steve? Ça m'a été conseillé par à l'époque Denis Poyol, qui était prof d'OPS à Saint-Louis-Saint-Bruno. Et je commençais le basket, donc il m'a dit pendant les vacances, il faut que tu travailles, il faut que tu combles ce retard. Et moi, ce que je préconise, c'est d'aller aux États-Unis. Et justement, il m'avait contacté, il m'avait mis en contact avec Roger Tank à l'époque. Donc, ce que j'allais chercher, c'est peut-être aussi une autre vision du basket, du travail, et puis une aventure aussi humaine. En soi, ça durait 1 mois, mais je voulais quand même avoir, toucher du doigt ce que pouvait être l'aventure américaine dans un premier temps, quoi. Et donc ça a duré, tu as reproduit ça pendant combien d'années? 3 ans. 3 ans. 3 ans jusqu'à. On m'avait proposé une bourse scolaire, c'était à Robert Morris College, donc c'était Brian Regan, je crois, le coach, qui était à l'époque assistant coach à Pittsburgh. Et en fait, le dilemme qui s'est proposé à moi, c'était est-ce que je devais partir dans une aventure où je n'étais pas sûr de jouer, mais qui me tentait, sachant que j'avais quand même un retard technique à combler. Et où alors il fallait que je reste, mais dans un très bon club, puisque c'était Bernard Bouillet qui nous entraînait, on avait une très bonne équipe cadet, et Jean-Michel Sénégal me donnait l'opportunité de m'entraîner tous les soirs avec une équipe pro, notamment National 1, qui était l'équipe en plus à l'époque, qui était quand même une très bonne équipe. C'était à l'Acro-Lyon. L'Acro-Lyon. Donc, bon, j'ai pas réfléchi de trop longtemps, mais en tout cas, les 3 années où je suis allé faire séquence, c'était une très belle aventure. Ce qui m'avait particulièrement surpris, c'était l'intensité qui était demandée à tous les entraînements quand même. Voilà. Aux US. Oui, aux US. Ouais. D'accord. Et donc, même question à Dai, toi, comment les États-Unis, ça t'est venu comment? Tu avais de la famille là-bas, non? C'est ça? Non, oui, j'ai de la famille là-bas, mais je ne pensais pas rejoindre ma famille là-bas. J'avais juste une forte envie d'aller aux États-Unis, de me frotter aux meilleurs joueurs de ma génération. En France, je faisais partie, on va dire, des meilleurs joueurs de mon âge. Donc, c'est un rêve que j'avais depuis tout petit en voyant les matchs de Michael Jordan, de toutes les stars NBA. C'est juste quelque chose que j'avais envie de faire. Et je t'ai entendu parler de Yann Bonato tout à l'heure, qui jouait à Limoges quand j'étais à Limoges. Et j'ai eu un échange avec Yann Bonato un jour où moi j'avais une forte envie d'y aller. J'étais vraiment persuadé que je devais y aller.
Et du coup, j'ai parlé à Yann comme ça, parce qu'il était assez cool, il était pro, mais il partageait avec nous, c'est un super mec. Du coup, formé en type par Daniel, comment tu veux que ce ah, soit ouais, c'est un super gars. C'est un super gars. Je l'ai eu à Fersen, au sport études, je l'ai eu en U15 France aussi, Non. après au centre de formation. Un super gars. Et du coup, un jour, comme ça, je lui avais dit, tu sais, Yann, moi j'aimerais bien aller aux États-Unis. Et sans hésiter, il m'a dit, vas-y, perds pas ton temps, vas-y. Et après, toi, les démarches, comment tu atterris là où tu atterris? Parce que tu as été d'abord en high school, il me semble. Hein, c'est ça. Comment ça s'est passé, ça? Quel a été le sens de tes démarches? Comment tu as fait pour arriver là-bas? J'avais un contact à l'époque, avant d'aller à Limoges, j'ai joué à Poissy. Et lorsque j'étais à Poissy, j'étais en contact avec... c'était pas mon agent, mais on va dire qu'on avait de bons rapports. Et cette personne-là, je vais pas dire son nom, mais avait déjà envoyé des joueurs aux États-Unis. D'accord. Du coup, quand je lui ai demandé comment ça se passait, il m'a dit j'ai déjà 2-3 joueurs là-bas, si tu en as envie, je peux te permettre d'y aller. Et donc, il a envoyé des vidéos de moi à cette école, Al Xavier. Et donc, ils ont vu mes vidéos, ils ont apprécié, puis ils ont dit ouais, on va le prendre. Ils avaient déjà eu des joueurs avant moi, donc ils étaient en confiance par rapport à ce contact que j'avais en France. Et donc, ils ont dit ouais, tu peux le faire venir. Et donc, j'ai eu la bourse pour le lycée. Donc, j'ai pu jouer dans une école privée. Et j'ai eu la chance de me frotter un peu aux meilleurs joueurs de New York. Et ça m'a forgé, quoi. Ça m'a forgé mentalement, ça m'a apporté beaucoup de force mentale. Et c'est comme ça après que j'ai pu être repéré pour avoir la bourse et pour également jouer par la suite en université américaine. Alors, tu as joué dans quel championnat? En NCAA combien? Il y a plusieurs niveaux. Hein. J'ai joué, il y a plusieurs niveaux. J'étais en première division. J'ai joué à Boston College. Donc mes 2 premières années, j'ai joué à Boston College. Ça a été très compliqué pour moi d'avoir des minutes parce que dans cette équipe-là, il y avait Jared Dudley qui joue aujourd'hui en NBA, qui jouait à mon poste. Il y avait Tyrese Rice qui a gagné l'Euroleague avec le Maccabi Tel Aviv. Il y avait Marquez Haynes, de la même équipe. Marquez Haynes qui aujourd'hui joue au Paris-Levallois, je crois, en Pro B, qui a gagné la championnat de France avec Chalon-sur-Saône. Une équipe de fous. Et c'était vraiment le plus haut niveau universitaire. Dans cette conférence, il y a des équipes comme Duke, North Carolina, Maryland. Très compliqué pour moi d'avoir des minutes, donc j'ai eu du mal. C'était hyper dur pour moi. Ma carrière universitaire, c'était vraiment hyper dur. J'ai fait 2 ans là-bas sans vraiment jouer. Et après mes 2 ans à Boston, j'ai dû partir à New York. J'ai dû changer d'université parce que il me restait encore 2 ans avant d'avoir mon diplôme et de sûrement revenir en France parce que mes rêves NBA étaient morts. Du coup, voilà, j'ai dû trouver une université qui se rapprochait un petit peu de mon lycée. Et je suis allé à Marist, du coup, pour terminer mon cursus. J'ai fait 2 ans à Marist. Et il faut savoir que à l'université, lorsqu'on change d'une école, on transfère d'une école à une autre, on a une année de redshirt, ce qui veut dire qu'on ne joue pas pendant 1 an. D'accord. Ce qui veut dire que littéralement, ça fait du bien à certains jeunes maintenant. Hein, ouais. Ce qui veut dire que moi, littéralement, j'avais pas joué pendant 3 ans, quoi. 3 ans parce qu'à Boston, j'avais pas vraiment une minute au final. Donc pendant 3 ans, j'avais pas vraiment goûté au terrain, quoi. 3 années de suite et j'ai fait 1 an vraiment où j'ai vraiment joué. Et après ça, je suis rentré en France et j'ai pu lancer ma carrière pro. J'ai eu la chance de pouvoir lancer ma carrière pro après 4 années hyper compliquées, quoi. Donc, deuxième question aussi commune. Avec votre recul et votre expérience et votre carrière, quelles sont selon vous les différences majeures entre le basket qu'on peut connaître en France et entre ce que vous avez connu vous aux États-Unis? Donc, on va d'abord poser la question à Steve. Et après à Dai. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est l'intensité qui est demandée quotidiennement. C'est-à-dire que tous les jours, il faut se remettre à la tâche et il faut toujours faire ses preuves. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Et du coup, ça forge le caractère. Et deuxièmement, je pense qu'on voit qu'il n'y a pas de filet, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est entre guillemets marche ou crève. Non, il y a moins d'accompagnement. Ils sont très positifs, ils demandent beaucoup, il y a beaucoup de positivisme, il y a beaucoup de retours positifs. Par contre, il faut y aller. Ouais, il n'y a pas trop de place pour les états d'âme. Voilà. Et ça, je pense qu'en termes de formation, quand il n'y a pas d'alternative qui vous est donnée à part d'avancer, on avance. Voilà. Donc parfois, des fois, alors il y a du bon, il y a du moins bon, attention, hein, tout n'est pas rose, mais je pense que c'est pour ça aussi que quand on prend les Américains, souvent ils ont cet esprit vraiment de compétition et qui sont vraiment habitués aux joutes de la compétition.
Parce que les camps que tu faisais, c'était ouvert un peu à tous les joueurs de l'étranger ou c'était vous étiez que des Français? Roger Tank, en fait, avait amené une trentaine, ça dépendait, une 15 ou trentaine de stagiaires sur des stages américains qui acceptaient les stagiaires étrangers. Après, il y a stage et stage. Il y a des stages comme le Five Star Basketball Camp ou ABC Camp. Là, c'est des stages sur invitation. On peut être invité. La problématique, c'est que souvent, ils sont en juin, nous, on est encore scolarisés. Voilà. Par contre, là, bon, c'est un panel de tous les meilleurs joueurs du pays qui se rassemblent et qui font. Mais le format est le même. Hein. Le format est le même, c'est exactement les mêmes parce que maintenant ça s'est démocratisé. Et c'est Jean-Michel Sénégal avec TBA qui avait commencé un peu à imiter, M. Dao, qui avait commencé un peu à imiter ça, qui avait importé ce concept de camp en France. Hein. Voilà. D'accord. Et toi, quand tu as participé à ces camps, il y en a qui ont été surpris de cette exigence, de cette rigueur, de sans arrêt être dans l'intensité? Oui, on a tous été. non, quand on descend de l'avion, on se fait une idée. Tant qu'on n'y est pas sur le terrain, oui. Après, je me rappelle, il y avait un coach qui s'appelle Mel Coleman, assez réputé, assez reconnu. Je pense qu'on le met là actuellement. Il est fou, quoi. Il est fou. Alors, il n'était pas fou, il est très compétent. Après, dans la forme qu'ils ont à passer leur méthode, parfois ça peut être très brutal. Voilà. Maintenant, c'est très formateur. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très formateur parce que vous pouvez très bien passer d'un côté plus feutré à un côté très très brutal. C'est bien de connaître les deux. C'est bien de connaître ce Mel Coleman, c'est bien de connaître. Je parlais de Brian Regan, voilà. C'est bien de connaître tous ces panels de coach et toutes ces formes de communication pour pouvoir à terme ne pas être surpris si un jour vous arrivez en fin de formation à tomber sur un... Tu me parlais de coach tout à l'heure de la Corse, tu as dit Marie Véreuve, qui est un super coach, un super homme, un homme extraordinaire. Mais bon, il ne va pas par 400 chemins, quoi. Donc tout ça, je pense que c'est très formateur. C'est très formateur en soi. Et puis ça fait voir d'autres choses. Ça fait voir d'autres choses et on voit qu'en ayant des exigences extrêmes, les gens vivent très bien aussi. David, tu partages. Ouais, même question. David, toi qui a fait un parcours un peu plus long que Steve. À 100%. Je pense que la plus grande différence entre le basket aux États-Unis et le basket ici, c'est les rapports de force. Là-bas, lorsqu'on se plaint, lorsqu'on n'est pas dur, qu'on joue pas fort, qu'on a un petit peu on nous appelle soft. Et ce mot soft, ça fait mal en fait. C'est en français, pour une traduction, c'est être doux en fait, être facile. Et à New York, là où j'ai joué au lycée, c'est vraiment quelque chose de sacré de pas être soft. Et du coup, moi, ça m'a vraiment forgé ça justement en France, parfois, on peut se laisser un peu aller, mais là-bas, on se laisse jamais aller. Parce que tu te laisses aller, tu as la personne en face qui a envie vraiment de prendre ta place ou qui a envie de marquer des points, qui a envie de prendre le dessus sur le duel. Donc, c'est surtout ça, moi, je pense, qui fait la différence. Et les gens n'ont pas de complexe. Les gens n'ont pas de complexe et au contraire, les gens ont vraiment envie d'affronter les meilleurs. D'affronter les meilleurs et de se mettre dans la difficulté en fait. Et moi, c'est un peu mon truc aussi, de me mettre dans la difficulté, me défier. C'est un peu ce qui me pousse dans ma vie de tous les jours. Et donc, les States, c'était vraiment ce qu'il me fallait, quoi. Et justement, est-ce que la question est plus pour Dai, après avoir fait, donc si on a bien suivi, 5 ans aux États-Unis, 6 ans. 6 ans, pardon. Est-ce que tu n'avais pas un peu peur de ton retour en France en disant finalement j'ai disparu un peu du basket hexagonal et il y a des gens qui sont peut-être hésitants. Comment s'est passé ton retour? Comment tu as fait pour trouver un club en rentrant? Ça c'est une super question. Parce que, merci Dai. Non, franchement, c'est une super question. En fait, j'étais encore aux États-Unis que je pensais à trouver un job. En fait, j'envoyais des CV déjà, je me préparais parce que j'appréhendais. Je me disais, je connais rien du basket français, Pro B. Je connaissais la Pro A un petit peu parce que forcément j'avais joué en espoir et puis j'avais côtoyé des joueurs pro, je m'étais entraîné. Mais je veux dire, j'étais tellement loin de tout ça, je suivais pas ce qui se passait en France. Je suivais soit le basket universitaire ou alors le basket NBA. Du coup, j'appréhendais, j'envoyais des CV aux States, j'envoyais des CV dans des entreprises pour des stages, pour voir si je pouvais avoir un visa un peu plus long, parce que j'avais un visa d'étudiant à l'époque. Et on ne peut que rester, si on a un visa étudiant,
On ne peut que être légal aux States si justement on est étudiant. Donc il fallait que j'ai un nouveau visa si je voulais rester encore plus longtemps. Et ça a été vraiment compliqué pour moi. Du coup, je suis rentré et j'ai eu mon agent et j'ai attendu qu'il me trouve un job. Et ça s'est fait avec Charleville-Mézières. J'ai eu cette chance de trouver un club en Pro B, justement. Donc j'ai tout de même pu vendre ma dernière année universitaire qui est réellement la seule où j'ai eu du temps de jeu. Je tournais à 10 points à peu près, quelque chose comme ça. Et voilà, j'avais eu quelques bons matchs. On a pu vendre mes talents avec ces cassettes, avec ces clips, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai pu lancer ma carrière pro. Et que forcément, tu commences en Pro B. Voilà, c'est pas trop mal, c'est quand même la 2e division, après tu as la 3e, la 4e, donc tu démarres assez haut, donc tu as plus d'opportunités de continuer ta carrière, quoi. Et quand tu es arrivé en Pro B, justement, comment tu as trouvé la mentalité des joueurs français, toi qui avais connu 6 ans aux États-Unis, par rapport aux entraînements, par rapport à ce que Steve disait, le fait que peut-être on est moins dans l'intensité. Moins dur. C'était un choc, mais j'avais pas oublié la France en fait, si tu veux, donc ça m'a pas surpris, c'est juste, j'avais pas oublié la France et puis… Et toi, tu es resté comment? Le joueur qui était passé par les États-Unis dans ton investissement, dans ton intensité, ou tu t'es adapté? Moi, j'ai dû me retrouver, j'ai dû retrouver ce que je faisais de mieux parce que même ma dernière année à l'université, je vais dire, j'ai dû faire un petit peu ce qu'on me demandait, mais j'étais sorti vraiment de mon style de jeu, j'étais sorti de plein de choses. Je veux dire, tu fais 3 ans où tu ne fais que t'entraîner, tu joues une fois de temps en temps. Je veux dire, tu perds un petit peu ce qui fait de toi le joueur que tu es au final. Et donc, quand je suis rentré en France et que j'ai lancé ma carrière pro, même mon coach ne savait pas vraiment ce que je faisais de mieux en fait. Au final, il a vu quelques vidéos, il s'est dit « Ok, le mec, il peut tirer un peu à 3 points, il peut défendre. » Tirer un peu les gentils. Dai, il peut tirer à 3 points. Il peut défendre aussi. Voilà, François le dira mieux que moi, mais… Voilà, donc… Non, mais pour l'anecdote, Dai, tu sais que j'ai manqué d'être assistant à cette époque-là quand tu arrives à Charleville. Ah ouais? Mais tu me l'avais dit, Et finalement, c'est Christian Corderas, ouais. qui est maintenant à Antibes. Qui est à Antibes, ouais. Le monde est petit. Tout le petit triangle. Et juste pour rebondir là-dessus, nous on a eu le même cas de figure à Denain quand j'étais assistant avec Rémi Valin. Il y avait Mehdi Nguama qui arrivait, qui était pareil, cursus américain. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de retrouver une place, comme tu dis, ton jeu vraiment, parce qu'il avait été un peu comme toi, il avait été sur des gros programmes et finalement il avait joué assez peu. Et puis le deuxième point, c'était retrouver, accepter une hiérarchie. Parce qu'à un moment donné, en France, tu as aussi une hiérarchie. Et il avait ce côté, cette mentalité vraiment dans la dureté, ricain, il voulait prendre la place à tout le monde, mais il voulait tout de suite. Et lui faire comprendre qu'à un moment donné, il fallait aussi prendre le temps il fallait s'entraîner dur, faire les choses, mais que ça allait venir petit à petit, qu'il y aurait des hauts et des bas. Et ça, c'est vrai que ça a été une adaptation qui a été un peu compliquée. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe avec les Américains quand ils arrivent sur la première année en Europe. C'est un peu compliqué. Non, je vais te laisser rebondir là-dessus. Mais encore, eux, ça va parce que, en principe, si tu es américain et que tu viens en France, c'est que tu as quand même t'as pas mal de choses à vendre. C'est que tu as eu plusieurs années où tu as pu te montrer aux States, mais moi, je rentrais en gros dans mon pays, donc voilà, j'avais pas forcément, on me voyait pas comme la personne qui allait changer les choses, quoi, qui allait transformer le club. Donc j'ai dû me retrouver. C'était difficile de le faire en Pro B parce que c'est pas un niveau qui est facile. Ouais, c'est pas anodin, c'est clair. Donc au final, tu arrives, tu commences tout de suite en Pro B, tu sors d'un cursus compliqué, donc au final tu prends ce qu'on te donne. Et en termes de jeu, est-ce qu'il t'a fallu un temps pour t'adapter ou finalement le basket qu'on joue en France ou le basket aux États-Unis ou en Italie, enfin quand on peut y aller, ou en Chine, est-ce que c'est le même? Est-ce que la mentalité, les objectifs, est-ce que c'est la même, on parle pareil? C'était pas aussi dur de s'adapter parce qu'aux États-Unis, tu as une saison qui est assez courte, tu as des entraînements qui sont très intenses, tu es courbaturé toute la semaine. Donc tu joues des matchs sur des courbatures en fait pendant toute la saison au final. Donc non, ça a été même plus simple. C'était plus simple de rentrer en France, de s'entraîner une fois par jour, de pas avoir les cours parce que parfois tu te levais tôt, tu allais en cours, après tu avais l'entraînement, après tu avais la cafette, après tu avais cours là-bas, tu devais rentrer, tu avais les devoirs, c'était la folie. Et moi c'était plus en termes de jeu. En termes de jeu même. En termes de jeu, c'est juste… Est-ce que ça a été facile pour toi de t'adapter au jeu de Pro B par exemple en venant d'NCAA ou c'était un jeu qui était complètement différent? Ça a été un peu difficile. Ça a été un peu difficile parce que
En NCA, on a 35 secondes quand même pour construire les attaques. On n'a plus de 30 secondes pour construire les attaques. En France, c'est 24 secondes. Du coup, je pense que c'est un petit peu ça qui a peut-être un peu été une difficulté. Mais en dehors de ça, non, j'ai pas le souvenir d'avoir eu du mal à m'adapter ou quoi que ce soit. C'est juste que j'avais besoin de me retrouver, moi surtout, de retrouver mes qualités de joueur, ma vitesse, ma confiance en fait dans mes capacités. J'ai dû redescendre de niveau. C'est quand je suis descendu en National 2 que j'ai pu vraiment m'exprimer à 100% au Puy-en-Velay. Et c'est là que j'ai retrouvé vraiment tout ce que je pouvais faire, quoi. La Pro B, c'était un peu trop haut pour moi, en fait, pour commencer, pour démarrer. D'accord. Et toi, Steve, puisque Steve, qui a eu une carrière brillante de joueur, mais qui a aussi été un formateur, et d'ailleurs, moi, je lui poserai la question de savoir quelles sont ses ambitions ou la suite dans le basket, parce que j'espère qu'il n'en a pas fini avec le basket. En tant que coach, toi, ton expérience américaine, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce qu'elle t'a amené au quotidien, toi, l'éducateur ou l'entraîneur? Comme je te l'ai dit, une autre vision. Je pense aussi considérer le basket français comme un très bon basket formateur. Parce que je pense que ça nous aide aussi à voir que l'intensité est demandée, mais que, chez nous aussi, on produit quand même des choses qui sont quand même très intéressantes en termes de basket. Et que, sans les opposer, c'est quand même des baskets qui sont pas diamétralement opposés, mais assez différents les uns des autres. Mais c'est dans cette culture-là d'essayer d'arriver à prendre le meilleur des uns et des autres, comme on arrive, je pense, à maintenant, en plus avec la mondialisation, avec Internet, on s'aperçoit que le niveau de basket, les demandes en termes d'exigence sont toujours plus hautes. Et j'ai l'impression qu'on est en train de construire un basket beaucoup plus mondialisé. Voilà. Et je crois que c'est Kobe Bryant, avant de mourir, là, qui l'avait dit, le reste du monde nous a rattrapés. Ça reste quand même le pays du basket. Pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que quand on voit Doncic qui passe d'Euroleague, alors attention, il faut quand même, c'est une exception, oui. Mais quand on voit un Doncic qui passe d'Euroleague, qui arrive à faire ce qu'il fait en NBA, il n'y a pas à rougir, il appartient à cette formation européenne, à ce basket européen. Donc je pense que à force de communiquer, à force d'observation, parce qu'ils observent très vite aussi les Américains, je pense qu'on va arriver à vraiment, ça va tirer le basket vers le haut encore et encore. Le basket français se rapproche de plus en plus des US. Les écoles à la française, on est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce qu'en pensent Daniel et François, mais l'INSEP et les différents centres de formation, il y a quand même de plus en plus de haut niveau chez les jeunes. Vous êtes d'accord ou pas par rapport à ça? Moi, tu parles à quelqu'un de convaincu. Moi, je suis issu de la formation aussi. Et on a essuyé les plâtres sur les centres de formation dans les années 80. Voilà, on a commencé à s'entraîner tous les jours, faire du bi-quotidien, avoir des études adaptées. C'est sûr qu'on met les gamins dans de bonnes conditions. Enfin, je vais parler maintenant, ce que je vois beaucoup, c'est sur Antibes. C'est sûr que ça bosse. Après, moi, je sais que la seule chose qui nous manque actuellement, c'est les grands gabarits. Donc, les grands gabarits, on va les chercher où ils sont. Ça deviendra des joueurs formés localement au bout de quelques saisons. Ouais. Mais c'est vraiment ce qui nous manque. C'est cette densité physique sur la Côte d'Azur. Après, effectivement, quand on voit ce qui se fait à l'INSEP, je pense que c'est très très bon, ouais, c'est sûr. Et nos équipes de France, on n'a jamais eu des résultats comme ça. Ouais. Moi, dans les années 70, les premiers résultats à l'époque avec les filles et les garçons, les premiers titres, les premières médailles, maintenant c'est tous les ans et toutes les catégories. Et avant, c'était juste avec, ça a commencé un peu avec les juniors, les filles, les garçons, avec les tassins, les gens comme ça à l'époque. Et maintenant, c'est tous les ans, il y a des résultats quand même. Nos équipes de France de jeunes ont des super résultats. Ouais, voilà, on n'a rien à envier à ce qui se fait. Alors, effectivement, la dureté américaine, elle est la même dans le basket fauteuil, parce que les Ricains dominent le monde. Maintenant, il y a les Anglais qui pointent au bout du nez et qui sont très performants dans leur formation. Mais c'est sûr que les Ricains, le basket, c'est une institution. Moi, ma sœur vit à Los Angeles, il y a des paniers partout, il y a des terrains. Tu vas à Venice Beach ou n'importe où, ça joue, et puis ça joue dur. C'est ce qu'ils disent. Il m'a fait plaisir en parlant de Roger Tank, qui a été un grand monsieur du basket, et qui amenait les gamins d'Antibes aussi. Ils partaient, les Yann Bonato, les De Rovers, ils partaient. De Rovers. Ils partaient avec le père Tank et ils revenaient, ils avaient les dents qui raclaient le sol. Et c'est bien. Alors, je pense que maintenant, c'est plus rentrer dans les mœurs ici aussi. Voilà, on a des gamins vaillants, on a des gamins qui ont envie et qui comprennent que si on ne se bat pas sur un terrain, au bon sens du terme,
on ne sort pas. Voilà, et c'est vrai que moi, tous les gamins qui sont partis, après les gamins qui sont partis aux États-Unis, les Barbich, les V-Bob et tout, ça fait du bien pour la vie de tous les jours. Voilà, ça fait du bien pour les études. C'est des gens qui sont revenus diplômés. Yann Barbich, voilà, c'est des gars qui ont un gros niveau d'études grâce aux États-Unis. Les David Lesmond, tout ça. Voilà, c'est sûr que c'est important, mais notre formation française et européenne, je pense, est très très bonne, même excellente. Mais moi justement par rapport à ça, je voulais avoir aussi votre avis parce que ça m'intéresse. Quand je vois un peu jouer Villeurbanne en Euroleague, et l'avis de François aussi, et quand je vois un gamin comme Stratzel ou comme Malédon qui ont du temps de jeu en Euroleague et qui arrivent à faire ce qu'ils font, parce que je trouve ça vraiment fantastique, est-ce que ce pari-là de côtoyer un peu une équipe pro française et d'avoir du temps de jeu en Euroleague, est-ce que c'est pas aussi intéressant que de partir et de vivre une expérience américaine? La question est posée. Moi, je trouve que ce qu'il faut, c'est jouer déjà. C'est clair. Sinon, on peut aller n'importe où, on peut aller en Chine, aux États-Unis, il faut jouer. Il faut côtoyer la compétition parce que rien ne s'improvise. Et si vous ne l'intégrez pas très vite dans votre formation, ça va être difficile après de rattraper tout ça. Quand on voit Stratzel et Malédon, je suis assez fan en plus des joueurs, le petit Stratzel, personne ne l'attendait là et on voit qu'il vient chercher sa carrière. C'est clair. Et ça tient aussi du coach. Hein. Ouais, franchement, respect à lui aussi. Parce que... Le faire jouer en championnat de France, déjà, c'est une très belle chose. Il le fait jouer en Euroleague et les gamins, ils performent. Ils performent. Alors, est-ce que c'est culturel? Je pense qu'il y a aussi d'autres coachs français. Je pense qu'ils avaient des équipes d'Euroleague, seraient capables de faire jouer des jeunes français. Il y en a. Hein. Il y en a. Je pense qu'on a souvent eu un souci en France avec l'âge. Pour moi, il n'y a pas de souci. À 16 ans, si tu es bon, Bodiroga était meilleur marqueur du championnat italien. Voilà. Et à 45 ans, Michael Richardson était un des meilleurs. On a toujours, on catalogue les gens dans des cases. Tu es trop jeune ou tu es trop vieux. Non, tu es bon. Et à n'importe quel âge, si tu es bon, tu dois être sur le terrain. Tant que tu as la passion, la foi et l'envie, joue. Voilà. Et c'est vrai que là, on voit à Lasvel, c'est cool ce qui se passe. Ouais. Voilà, il y a des jeunes issus de la formation française qui sont sur le terrain, qui jouent et qui vont poursuivre leur carrière aux États-Unis, c'est clair. La formation française, pour moi, est plutôt bonne, mais le souci, c'est la post-formation. C'est de 19 ans à 22 ans, il faut être sur le terrain. Pour moi, il y a un problème du championnat d'espoir, c'est qu'il y a beaucoup de gamins qui pensent qu'ils vont dominer tout de suite en Pro B et ils ne sont pas capables de le faire. Et ils négligent la N2 ou la N1, alors qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils s'y frottent. Et toi, il y en a deux qui sont à la Charité, Mayembo et Viscargots, qui, à mon avis, ont fait un bon choix de carrière parce qu'ils ont joué. Tout à fait. Et donc ça, je pense, c'est un des premiers points, c'est que beaucoup de jeunes ont boycotté ou ont sous-estimé le niveau de la Nationale 1 et scoltiné des mecs qui jouent pro depuis 5, 6, 7 ans, tous les week-ends, il n'y a rien de plus formateur. Et puis deux, c'est peut-être culturellement les coachs étrangers, et c'est vrai que Kunter l'a fait, Mitrovic le fait, etc. Et ils ont peut-être plus de facilité parce qu'ils ont peut-être un statut plus important quand ils arrivent dans les clubs français. Mais c'est vrai qu'on a du mal, je trouve, de 19 à 22 ans, c'est là où les carrières devraient exploser, et c'est souvent là où les jeunes soit restent pour les statuts, les quotas JFL 10e en Jeep Elite et ils ne jouent pas. Et quand ils ont plus ce statut, ils partent en Pro B, mais ils ont perdu 3 ans. Et voilà, je pense qu'on a une bonne formation, mais que la post-formation, c'est toujours ce qui pose un peu souci chez nous. Et voilà, c'est dommage parce qu'il y a des potentiels. Tout à fait. Et ce qui est très formateur, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que nos gamins, nous en type cette année, les Sharks, voilà, se retrouvent en National 3, ils ne jouent plus en espoir. Donc jouer en levée de rideau dans des salles vides, entre des espoirs qui sont aussi gentils et en face, etc., c'est pas formateur. Là, ils vont se frotter à National 3, ils ont commencé par 5 défaites. Maintenant, c'est mieux. Ils ont pris le pli et ils se rendent compte que même en National 3, c'est pas parce que tu as un potentiel, entre guillemets, international junior, enfin U20 maintenant, etc., il n'y a rien de fait. Et mon gars, tu vas te frotter à tel Hermitage sur des anciens qui sont là, qui te secouent, comme c'est pas possible, et tu reviens avec la queue entre les jambes. Ça, c'est clair. Alors que, voilà, je pense que notre formation, elle est vraiment très performante. Maintenant, effectivement, on le fait pour l'INSEP en National 1, c'est un peu haut, mais on les laisse là et c'est très formateur. Et on s'aperçoit quand ils vont sur les tournois après avec des gens de leur âge, ils sont dominateurs, ils arrivent très performants. Et je pense que voilà, la démarche, le foot le fait depuis longtemps, on a appris beaucoup de choses du foot. Et dans notre formation, il manque cette petite marche, ce petit étage où prouve en National 2 que tu es le meilleur.
et on verra après si tu peux aller plus haut. Alors que jouer, pourtant je suis issu du centre de formation, je sais ce que c'est, je sais tout ce que ça peut amener, mais je pense que le niveau de compétition est pas bon. Va jouer à la Pontoise, voilà, va jouer à Andrézieux, va jouer à Montbrison, va jouer dans des salles comme ça, va jouer au Coteau, va jouer dans des… Voilà. Et là, c'est beaucoup plus formateur que jouer dans une salle de 5000 places où il y a 10 personnes, les parents et la chérie qui viennent voir le match. Voilà. Ouais. Et le jour où on fera ça, mais effectivement, ça va coûter peut-être plus cher au club. Il y a une gestion. Effectivement, les gamins talentueux qui sont à l'Asvel cette année, s'ils étaient encore en espoir, ils ne connaîtraient pas ça. Alors que là, ils sont en pro, ils jouent. Mais c'est une chance et tout le monde ne l'a pas. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est la petite note négative de notre formation, c'est le niveau de compétition espoir. De toute façon, tu as raison Daniel, mais c'est quelque chose qui est récurrent. Moi à l'époque j'étais espoir, on a oublié, mais dans les années 90, en même temps que Steve à peu près, mais déjà la question se posait quoi, de ce championnat. Et je pense que le niveau était plus hétérogène puisque à l'époque il nous arrivait quand même de chatouiller un peu des équipes de N2 de haut de tableau. Là je suis pas sûr qu'il y ait une équipe d'un championnat espoir qui puisse chatouiller. Il y a Gravelines, il y a 2-3 ans à l'époque qui a gagné la Coupe de France, tout. Mais c'est vrai que c'est rare. Mais c'est ce qui manque, c'est la récitation. Le week-end, il manque la récitation. Quoi. Voilà. Et jouer comme des joueurs qui sont en face de nous, c'est beaucoup plus formateur que jouer sur un gamin qui a le même âge que toi, qui est comme ça, qui est tout beau, mais qui… Puis il y a une compétition, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Aussi. Tu montes, tu descends, N3, N2. Bon, après, c'est un vaste débat, je n'ai pas les réponses, mais je sais que pourtant, on vient de là, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui ferait encore plus progresser nos gamins. Quoi. Et avant, alors, on va squeezer le terme de la préparation physique parce qu'on a des experts autour de la table, mais l'heure tourne puisqu'on est bientôt à 1h15 d'émission. Et voilà, et on ne va pas faire aussi long que nos amis du rugby la semaine dernière. Ma dernière question avant de passer un peu aux questions pour un Monday, hein, où on va opposer un peu Dai Steve à Daniel et François. C'est pour Dai et Steve. Quel est votre avenir dans le basket? Est-ce que le basket vous manque? Puisque je crois que Dai c'est sûr parce qu'il a une activité qui lui prend beaucoup de temps. Steve aussi, tu as une activité qui te prend beaucoup de temps. Je sais que tu as ton fiston, je crois, qui est sur Lyon, hein, qui est dans un club qui joue au basket, bien évidemment. Est-ce que vous allez revenir au basket? Quand? Comment? Est-ce que ça vous manque? J'ai beaucoup de gens qui me posent la question. Là, tout de suite, forcément, je viens juste de passer à autre chose. Donc, je suis vraiment très concentré sur mon activité. Et du coup, j'ai pas forcément le manque, on va dire, de revenir au basket. Mais c'est vrai que quand je reviens voir les matchs, il y a certaines choses qui me manquent. C'est le sourire, le regard entre les joueurs, les échanges, se taper dans les mains. Mais bon, ça, je le fais dans mon club de sport. Mais c'est pas pareil. Sur le terrain de basket, c'est vrai que ça, c'est des petits rapports, en fait, ou alors quand je vois les joueurs se parler, voilà, tout à l'heure tu devais faire ça, c'est pas grave, c'est ma faute. C'est des petites choses qui me donnent peut-être envie de revenir sur le terrain, mais c'est pas forcément un manque non plus. Mais je pense que d'ici quelques années, je vais peut-être revenir au basket, mais à un niveau voilà, bien plus bas, quoi. Steve, ça ne me manque pas spécialement, personnellement. J'apprécie aller voir les matchs. Je vais souvent à Villeurbanne. J'essaye de suivre Enzo quand je peux. Ma fille, pareil. Donc, je prends beaucoup de plaisir à voir mes enfants jouer. Voilà. Sur le basket, sur le projet, je m'imagine peut-être plus tard sur Lyon, sur la région lyonnaise. Voilà. Mais ça s'arrêtera là. Coach ou à voir, parce que c'est vrai que j'ai envie de voir mes gamins grandir. Donc, c'est vrai que. Voilà. C'est pas compatible, pas forcément. Pas forcément, on peut, hein, mais voilà, j'en ai fait quand même beaucoup. Et puis, après, j'apprécie mes week-ends, en fait. c'est vrai, j'apprécie mes week-ends. C'est dit. Voilà, j'apprécie mes week-ends, j'apprécie de voir mes gamins grandir, j'apprécie aussi de temps en temps de retourner voir du basket, de voir mes anciens coéquipiers, parce que c'est aussi une expérience de vie, quoi, de revoir des anciens. C'est surtout ça, en fait. Moi, ce qui me reste, c'est pas tant le basket en lui-même, c'est les fêtes qu'on a fait après avec les potes, c'est tout ça. C'est une aventure humaine avant tout. Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, il en reste toujours quelque chose, donc c'est toujours là. Après, ne jamais dire jamais, mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Ok. Voilà. Bien. Et qu'est-ce qu'ils font exactement alors comme reconversion les… On va leur demander, ils travaillent tout. Allez-y les gars, vite fait, court. Hein. Moi, je viens juste d'arrêter, donc j'ai été manager en régional pour Keep Cool, pour la chaîne Keep Cool. Et ben voilà, on a trouvé notre point commun. On s'était rencontrés à l'époque. Ah ouais? D'accord. Pour être partenaire du basket. Ah oui, d'accord, oui, c'est sûr. La salle qui est dans la zone d'Auchan. Du Pontet. Ouais, c'est ça, Auchan le Pontet. Bien sûr. Et ben voilà, on a trouvé. Ça y est. Et Dai alors? Tu cherchais. Moi, je gère un club de nutrition et de sport sur Sorgues,
Voilà, on a un concept où on allie la nutrition au sport et ça se passe très bien, ça se développe. Donc on a pas mal de personnes qui nous rejoignent dans l'activité, pas mal d'indépendants, donc c'est vraiment cool, ça se développe. Super, on voit Parfait. qu'il y a des projets après le basket, c'est fantastique. On va passer au petit moment un peu convivial, donc question pour un Monday, d'accord. Wow. L'idée, c'est la manière question pour un champion. On va énumérer la carrière d'un joueur en donnant un peu son année de naissance, un peu ses clubs parcourus ou ses titres. Et ben, on est l'équipe d'I-Steve contre l'équipe François Daniel, donc les joueurs contre les coachs. À mon avis, vous allez mettre très peu de temps à les trouver parce que c'est des joueurs qui sont très connus. On n'a pas le On besoin. va- Big on Pop intervient TV, contre le- Vous allez taper sur la Vous table. intervenez quand vous voulez, il faut aller au plus vite. Moi, je vais essayer de prendre les points parce que si on demande ça à Mathieu, le pauvre, il est perturbé en ce moment. Donc, Allez, on ouvre les écoutilles. ouais, Je suis né le 5 mai 45 à Rouen. Alain Gilles. j'avais dit que ça allait aller vite. Hein. Ouais. Ah, je vois pas Tout ce si qui est vous pouvez- avant-guerre, c'est pour moi. Juste après, c'est pas sûr. Pour aller quand même, la carrière exceptionnelle d'Alain Gilles, 8 fois champion de France avec l'Asvel en 66, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 80. On n'arrive pas à matérialiser ce qu'a apporté Alain Gilles au basket parce qu'il est né quelques années un peu avant l'éclosion médiatique. Un génie. Mais c'était voilà, un génie. Et puis un homme en or. Il a fait Pour l'avoir côtoyé, un homme en or. 2 fois vainqueur de la Coupe de France avec l'Asvel, finaliste de la Coupe d'Europe Saint-Portin en 83. Voilà, un très 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 grand joueur et un homme tout aussi grand, si ce n'est encore plus. Je vais me passer au Vas-y. deuxième. Attention, donc ça fait 1-0 pour les coachs. Attention, hein. Un joueur américain de basket né le 6 mars 72 à Newark dans le New Jersey, évoluant au poste de pivot. Il connaît 6 franchises NBA au cours de sa carrière professionnelle, mais reste associé au Magic d'Orlando, au Heat de Miami et surtout aux Lakers de Los Shaquille Angeles. O'Neal. Shaquille O'Neal. O'Neal, non. Mathieu, en même temps, comment on fait? Ah, Moi, on a chacun. réveillé Mathieu. Ah, bien, ouais, merci. Ouais, il est joueur, il donne un point au joueur. Il a surtout vu que Steve Edaï, c'est super costaud. Hein. C'est lui, moi j'ai rien dit. On lui demandera plus son avis à chaque fois. Il va pointer une doigt sur Steve Edaï. J'ai donné le prénom. Allez, on enchaîne. Allez. Allez, je suis né le 6 juillet 59 à Abidjan. Joueur français de basket. Parmi les sportifs français les plus titrés avec 4 Coupes d'Europe, Richard Dacoury. je suis Richard Dacoury. Il est exceptionnel. Ah, Quel est le point entre Richard Dacoury et Steve Jalabert? Le point commun. Accro. L'acro-lion. Les Chartreux aussi. Et ouais, ils ont commencé. Tu vois, là-bas. je suis pas rancunier, Avec Steve, Stéphane avec l'acro Ostrowski quand même. aussi, Hein. non Bah, Avec ouais, Stéphane c'était- Ostrowski, ah, exactement. C'était gamin. Ça va, on l'a pas mis dans le quiz, on peut en parler d'Ostrowski. Antibois. c'est Aussi. ça, hein. Ouais. Aussi. Exact, exact. Les coachs, ça carbure. On passe au suivant. D'accord. Ah ouais, alors excusez-moi, j'ai un petit fourche. Ça fait rigoler notre ami Mathieu Delran qui vient de se réveiller, qui était scotché à son poste, à son écran. Mais bon, voilà, c'est lui. Le suivant, je te le laisse parce que je le connais pas. C'est vrai? Ouais. Ah, ça, c'est alors, franchement. Alors là, Alors, né le 27 février 61 à Gastonia, Caroline du Nord. C'est un joueur américain de basket. Jordan. Non. Bien essayé, pas Steve. Jordan. Il n'a pas joué à l'acro-lion, lui. Ailier de 2,5 m, a été élu parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA. Surnommé Big Game James. Il était la 3e vedette et là, ça va James fuser. Fortier. Oh, il est exceptionnel, Ouais. ce Daniel. James Worthy, c'est ça. C'est ça. Tu connais pas James Je- Worthy, le Non. 12 ans? mais non, Non, mais désolé. c'est pas possible. C'est pas ma génération. C'est bien de connaître les joueurs de l'OM. Un magnifique finisseur servi par Magic Johnson. C'est vrai. Moi, je me souviens de ces matchs où il prenait Ah, appel en dehors de la raquette là, à une main. C'était Avec ses exceptionnel. goggles. Ça vous parle à tous là, Steve? James Worthy. Ça me parle, mais Ah oui, quand même. son jeu, non. Son Ah, jeu, non. c'est vrai. Non, Ah, j'ai- je t'invite à revoir des matchs, j'étais c'était trop jeune. exceptionnel. Très élégant. Hein, François? Un beau joueur. Un beau joueur. Vas-y, enchaîne. Allez, mon petit moi, Loïc. celui-là, Voilà. qui ne le connaît pas. Allez, ça tourne là. Hein, ça... Surtout qu'il est né en 94 Trois. Oula. à Zografou, dans la banlieue d'Athènes, en Grèce. Ah, Antepekou Doko. Bleu, bleu, bleu. Ah, dans le désordre, mais un point de plus pour les coachs. C'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui arrive à le dire Mais- correctement? Mon fils le prononce très bien. Antetokounmpo. Point pour la prononciation. Un point, j'en aurais eu. Mérité. Jadis de son prénom. Ah, mais en plus, c'était un grand fan. Tu avais prédit son élection au titre de MVP l'année dernière. Ah oui, Le largement. premier à l'annoncer. C'était Daikaba. Ah, et
Il y a eu des Largement. discussions avec monsieur Bianco Matanga qui était assez Ah oui, oui, oui. homérique dans le minibus. Je m'en doute, je m'en doute. Ouais, On passe au justement. suivant, et pour l'anecdote, ce suivant, j'ai eu l'occasion de faire un entraînement au gymnase de Fargo Pontet avec lui, pour te dire quand même, c'est assez exceptionnel. Et on s'était régalé. Un mec aussi en or, mais vous allez vite le Benoît. trouver. À mon avis, Daniel va vite le découvrir. Né le 24 août 1960 à Villeneuve-sur-Lot, un ancien joueur de basket français évoluant en poste de meneur et mesurant 1m87. Ortega. Il a pas loin. Il a commencé le basket dans un petit village de Lot-et-Garonne, Sèche. Tous ceux qui l'ont Hufnagel. connu. Tout à fait, Freddy Hufnagel. Voilà. Sèche. Freddy Hufnagel, c'est ça, qui était aussi un joueur exceptionnel. Là, il est en train de découvrir des joueurs. Ah, Steve, tu connais Freddy quand même. Impressionné. hein. Voilà. J'étais assez Et- fan. Un joueur en homme, mais aussi un On gars, l'a un super croisé bon à bilan, Dax. quoi. Un amour. Ouais. Voilà, Il était à Dax, venu voir le C'est match. Ouais, c'est c'est vrai. Meilleur joueur français en 87, meilleur joueur français de Pro B en 95, vainqueur de la Coupe Coratch en 84. qui met les deux lancers francs de la gagne sur le titre de champion contre Limoges. Ouais, ça doit être ça. Freddy Hufnagel. Je savais qu'il allait faire un carton, l'ami Daniel. hein. On passe au suivant. Allez, un Français né à Cholet en 71, ancien joueur. Rigaudot. Rigaudot. Il est né à Cholet, C'est bien les gars, mais un peu lent, un peu lent. Eh oui. Fallait en mettre quelques-uns là. Là, c'est dur pour moi. Antoine Rigaudot, on te fait vite le palmarès. 127 sélections entre le 21 novembre 90 et le 25 septembre 2005. Vice-champion olympique à Sydney en 2000. Médaille de bronze lors du championnat d'Europe en 2005 à Belgrade. Médaille aussi de bronze aux Jeux Méditerranéens en 93. Quatrième du championnat d'Europe en 91. Quatrième du championnat d'Europe en 99. Vainqueur de l'Euroleague en 98-2001 avec Bologne. Champion de France en 96. Surnommé le roi à Bologne. Surnommé le roi, exactement. Champion d'Italie en 98 en 2001, vainqueur de la Coupe d'Italie en 99, 2000, 2001, 2002. En 2000 contre la Chine pour nous permettre d'aller chercher la médaille. C'est vrai aussi. On a parlé avec Makan Diomassi contre Rueil. Finaliste de l'Euroleague, finaliste de la Coupe Saporta, MVP français, All-Star européen. Il a même fait une courte carrière à Dallas, il me semble, aux States. Oui, tout à fait. Antoine Rigaudot, joueur top niveau, top niveau. On enchaîne, ça c'est pour Ah, toi, Dai, je c'est suis pour sûr Dai, que tu ça. vas scorer. hein. Né en D'accord 2000 né en 2002. Né le 14 mars 88 à Ocran, dans l'Ohio. À Ocran, excuse-moi. LeBron, j'ai dit. LeBron J'ai James, dit LeBron, hein. j'ai dit. LeBron. Non, non, LeBron, c'est pas lui. non, pardon, est un joueur américain de basket évoluant en poste de meneur dans l'équipe. Stéphane Curry. Oh punaise, il t'a volé. Akron, t'as dit Oui, non, mais là, Ah, Dai, juste, je croyais qu'il attention. était né en Caroline du Nord, lui. Ah non, il est né, il est né dans la ville de Lebron. Ah, zut. Un point de plus pour François. Punaise, la NBA ici. J'avais mis 2-3 joueurs j'ai NBA une pour petite Dai, je me suis dit, il va se refaire la cerise là-dessus. Ouais, faut le savoir ça. Même pas. Ok. Même pas. Ouais, je te laisse le suivant, je connais pas. Ah punaise. Bon, à mon avis, Dai va pas connaître. Alors attention, Daniel, c'est pour toi. ça. Daniel, ouais. Ah mais c'est un joueur énorme ça, c'est pas possible qu'on le connaisse pas. Né le 23 juillet 57 dans le New Jersey aux États-Unis, ancien joueur de basketball grec évoluant en poste d'arrière. Galis. Nikos Galis. Eh oui, mais Moi, c'était j'attendais un erreur phénomène. depuis tout à l'heure. Quand Nikos Galis, un meneur de jeu poilu avec Giannis, c'était ça, hein, Giannakis. Incroyable. Comme un meneur. agile, un quoi, poste des mecs hors normes incroyable. avec une petite taille. Dai, je t'invite à tous les joueurs qu'on a cités d'aller regarder des vidéos, tu vas être impressionné. Il a été champion d'Europe avec, il a porté la Grèce à bout de bas à Athènes en 87, Ouais. on s'en souvient, t'étais pas né Loïc, Ouais, c'est excuse-moi. ce que j'allais te dire. Médaille d'argent en 89 à Belgrade, champion de Grèce, un monument en Grèce, hein, Ouais. Nikos Galis, un monument. Moyenne de points sur sa carrière, c'est extraordinaire. Ouais, Soit en énorme, Grèce énorme. ou En équipe nationale, c'est. Ouais, vraiment. Je fais le suivant parce que Tu connais le je le suivant connais et en plus on en a parlé tout Et, à l'heure. ouais, en plus, Daniel, on a évoqué son nom tout à l'heure. c'est vrai. Ancien joueur de basket serbe. Regarde. Oh, là, ça fait plaisir. J'ai envie de leur mettre 2 points. Je leur mets 2 points là. Je connais, lui, il était bon. Je leur mets 2. Ah, lui, il était bon, mais je peux te garantir que Avec les sa autres aussi. célèbre Bodiroga. La petite tac-tac. Exactement. Mon fils le fait. Tiens, Ouais, je sais, oui. Il Coucou à Karel de Los D'ailleurs, Angeles. Rémi Marleau avait un peu du Dejan Bodiroga au niveau de la vitesse. Ouais. C'est des joueurs qu'on trouve lents, mais en fait, ils sont Oh, des non. faux lents. Voilà, c'est des faux lents, mais techniquement extraordinaire. C'est énorme. Ginobili. Une maîtrise technique. Et ce gamin, à 16 ans, lui, il il est était meilleur rapide. marqueur et champion italien. Ouais. Ah non, mais C'est hors norme. son palmarès, mais c'est vainqueur de la Coupe Saporta, champion d'Europe des clubs en 2000, champion d'Europe encore avec le Panathinaikos en 2002, en 2003 champion d'Europe avec Barcelone, vainqueur de la Coupe d'Italie, champion d'Italie, vainqueur du championnat de Grèce,
Il y a 2 pages de palmarès. Champion avec la Yougoslavie, vice-champion avec la Yougoslavie en 96. Notre ami Yvan aurait peut-être trouvé tout ça. Non Ah, mais à mon avis, Yvan, qui doit, sauf s'il a bu sa soupe et qu'il allait se coucher, Yvan, c'est le présentateur de l'émission du Monde des Time Rugby, à mon avis, il doit faire un carton. Hein. Il a dû faire un sans faute. Il est au top. Ouais, c'était le dernier, hein, Loïc. Donc, on va donner les résultats. Les coachs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour les coachs. Les joueurs, 4. Mais c'était pas mal. Pas mal. Le rapport coach-joueur est respecté, hein, c'est ça. Ça va. On va remercier nos invités du soir. On a pris encore beaucoup de plaisir à partager, à échanger avec eux. On fera peut-être revenir parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire aussi sur le thème qu'on n'a pas pu évoquer sur la préparation physique. Et ça aurait été intéressant de comparer d'ailleurs la préparation en fauteuil et la préparation en valide. Loïc, je te laisse faire les remerciements. Bien sûr, tous nos partenaires, Big Pop TV évidemment, le Facebook, la société Axo pour les locaux, audiovisuel, à nouveau Big Pop TV pour la réalisation, Soul Events pour le décor, Ambition Web pour le site internet, Fox pour les lumières et Monsieur Canet pour les photos, qui n'est pas là ce soir. Voilà. Les restaurants qui nous accueillent et tout particulièrement le Mas Gourmand chez lequel nous allons nous restaurer à l'issue de l'émission, qui est d'ailleurs dorénavant ouvert le jeudi et le samedi soir. Le jeudi soir pour une soirée live musique où certains jeudis la présence de Karim sera autorisée et le samedi soir avec DJ aussi. Donc n'hésitez pas à aller au Mas Gourmand. Et nos autres partenaires au niveau des restaurants, Loïc? Le Jimmy Hendrix, chez qui on a passé une excellente soirée en fin d'année. L'annexe de chez Karim, on le répète à Voilà, chaque fois. le bouche à l'oreille, le bistrot de Mathieu, Cabi en Provence, la grappe, le domaine des Blaquières de Clément Bernard qui nous accompagnera après chaque émission avec le petit vin du terroir. Tout à fait, le seul vignoble de Château-Renard, notre ami Karim aime à le répéter. Exactement. On va souhaiter une bonne émission la semaine prochaine à nos amis du foot. Hein. Oui, on se donne rendez-vous le 6 avril prochain. Ouais, on reprend le cours normal des choses, Monday Thai Basket, le premier lundi du mois d'avril. On remercie encore nos invités. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous dit au mois prochain. À bientôt Olivier. Ciao, ciao. Merci à tous. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir.